Bonjour à tous et bienvenue dans le podcast Enjeu Capital. Très heureux de vous retrouver en ce début de semaine pour parler de toute l'actualité du Paris Saint-Germain et vous retrouver une nouvelle fois pour discuter de tous les sujets qui concernent le club de la capitale. Évidemment, on a une belle actu hier avec le trophée des champions, cette belle victoire 4-0 face au FC Nantes à Tel Aviv et le 11e trophée des champions remporté dans l'histoire du Paris Saint-Germain, le 47e titre en 52 ans d'existence. J'ai vu le tweet Mousse que tu as émis ce matin avec le compte Twitter de Paris United, mais c'est bien de le rappeler quand même, 47e titre glané par le Paris Saint-Germain sur ce beau sport et des belles dispositions affichées par le Paris Saint-Germain et les nouveaux hommes de Christophe Galtier. On va débriefer évidemment le match dans son intégralité et puis on reviendra en fin de podcast sur la partie mercato dans le sens des départs parce qu'il y a plusieurs départs qui vont intervenir dans les prochaines heures ou déjà peut-être certains qui sont peut-être pratiquement conclus avec Wijnaldum qui devrait partir pour l'AS Roma, Idrissa Gueye qui se rapproche de son ancien club d'Everton et puis Thilo Kehrer qui pourrait rallier le championnat espagnol et le Séville FC. Mais ça sera pour la fin de podcast. On va s'intéresser en premier avec le Paris Saint-Germain qui a gagné donc 4-0 hier face à Nantes pour le trophée des champions. Et pour parler de ce match, je vais vous présenter mon équipe qui va m'accompagner aujourd'hui. Tout d'abord, Mousse avec le maillot extérieur du Paris Saint-Germain de la saison dernière. Comment ça va, Mousse ? Salut Hugo, salut tout le monde. Ça va bien. Oui, j'ai vu le petit maillot pour démarrer le premier podcast de la série de matchs officiels. Ça y est, ça reprend. Donc, très heureux, très bon match hier. Ça fait plaisir. On a vu pas mal de belles choses avec cette équipe du PSG coachée par Christophe Galtier. Je sais pas, moi je commence à adhérer à Galtier. J'avais pas mal de réticences au début et puis là, m'en veux pas Yacine, hein, ne me traite pas de traître. Mais j'aime bien son comportement, j'aime bien ce qu'il dégage sur le banc, mais bon, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Mais ouais, on a passé une belle soirée. Yacine Amnet qui est également avec nous pour revenir sur ce match. Comment ça va, Yass ? Ça va bien, salut à tous. Est-ce que le coach Yacine a pris du plaisir hier devant le match ? Ouais, mais je crois qu'en fait, nos dirigeants, c'est des génies, mais on ne le savait pas. C'est qu'en fait, comme on se plaignait tout le temps, ils nous ont donné 18 mois de merde avec Pochettino pour qu'on apprécie juste un match cohérent. Comme quoi, on n'a pas dit que des conneries dans le podcast la saison dernière. C'est quoi le t-shirt que t'as, Yacine ? J'ai vu que c'était le PSG, mais c'est lequel celui-là ? Ah, c'est un maillot d'entraînement. Ah, ouais, il est beau, avec l'ancien logo du Paris Saint-Germain avant l'arrivée QSI. Non, le premier, c'est c'est celui de Van der Wiel, ça. Oui, mais c'est l'ancien logo. Ouais, mais c'est le début de QSI. Déjà. Ouais, c'était 2000, donc c'est 2009, 2010. Non, 2011, 2013, je sais plus lequel, ouais. En tout cas, il est sympa, il est beau. Très sobre. Et enfin, pour terminer, notre aventurier, Cédric Lugat, qui est avec nous, comme vous voyez habituellement sur le podcast. Comment ça va, Cédric ? Écoute, ça va. Hein. Pour une fois qu'on voit un bon match là, depuis un petit moment, ça fait plaisir. Dans un dispositif tactique avec des joueurs à leur position, donc très content. Alors, est-ce que ton chat est dans le coin ? Parce qu'on sait que quand tu es chez toi, souvent il passe. passe. De temps en temps, il passe. Ah, non, il y en a un qui est sur la terrasse et l'autre, je sais pas. Le petit vadrouille, il va pas tarder. Voilà, toi, c'est le maillot de la Mano. Ça, c'est le maillot c'est les Mômes Paris. Ouais, c'est les Mômes Paris. Ouais. C'est les Mômes Paris. Faut aller voir. Hein. C'est la nouvelle marque qui va sortir. Là. Ouais, marque que tu travailles dessus depuis un petit moment. Ouais. Je pensais que c'était une référence à Unai Emery, donc. Non, c'est pas une ref à Unai. Je laisse où il est, Unai. J'y pense plus, ça y est, c'est fini. C'est pas ça. Je sais pas si vous avez vu la vidéo qui tourne. Ouais. Alors, pour en préciser, c'est les supporters anglais qui ont chambré Unai Emery sur son accent. Il y avait Villarreal c'était contre quel club anglais ? C'était contre. Je sais plus. Et il y a des supporters anglais qui sont venus le voir et signer des autographes. Il a dit alors, il se foutait un peu de son accent anglais et Unai Emery a répondu ça. Voilà, sur la vidéo. Donc c'est pour ça. C'était un petit clin d'œil, au t-shirt de Cédric. Mais c'est vrai que ça m'a fait penser à la Mano un peu, mais bon. Genre, normalement, il y a l'œil au milieu du dos. Ouais. C'est ça. C'est pas pareil. Tu connais pourtant la Mano, toi ? Je connais un peu, oui. La Mano, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'établissement boîte de nuit que tient Cédric avec grand plaisir. Et surtout, il nous mixe ses meilleurs sons. Je vous invite à aller voir la page Instagram et à y aller. C'est surtout les Parisiens qui nous suivent, parce qu'il y a évidemment des Parisiens qui habitent dans la capitale, beaucoup. Et donc, je vous invite à aller à la Mano. Bon, là, c'est fermé pour le mois d'août. Hein. On est d'accord ? 16 septembre, l'ouverture. 16 septembre, la réouverture. On laisse passer l'été pour revenir avec quelques petits aménagements, peut-être ? Plein de surprises. Bon, tant mieux, on fera le point au 16 septembre. Bon, parlons de ce match, les amis, avec cette belle victoire. Donc 4-0 du Paris Saint-Germain face au FC Nantes lors du Trophée des Champions hier. Premier match officiel du Paris Saint-Germain. Et donc, cette belle victoire avec un but de Messi, un doublé de Neymar et un but de Sergio Ramos.
Yacine, pour commencer, se dérouler, on attendait de voir comment allait se comporter le PSG pour son premier match officiel avec les débuts de Galtier à sa tête. Ce 3-4-1-2 qui a été travaillé pendant toute la préparation, sur lequel on est revenu pendant le podcast sur la tournée japonaise. Le jeu aussi proposé sans Kylian Mbappé sur l'un terrain, on attendait de voir ça aussi. La discipline de l'équipe à la perte de balles. Qu'est-ce que toi, tu as retenu comme ça en premier de la victoire d'hier? Ce que j'ai retenu, c'est. Alors, il y a deux choses. Il y a le premier, c'est l'état d'esprit. Parce que j'ai trouvé que tout le monde était impliqué, tout le monde était concerné sur la durée du match. Voilà, il n'y a pas eu de gros temps faibles. Et ça dénote quand même avec la saison dernière, et ça, c'est important. La deuxième chose, c'est que alors, tout n'a pas été parfait, mais il y a une recherche, notamment, on va y venir après quand on sera dans le détail, mais dans les positionnements, dans les sorties de balles, il se passe des choses. Alors, tout n'est pas réglé, etc. Tout n'est pas encore prêt, et c'est logique. Mais on sent qu'il y a une idée de proposer des choses et de pas juste compter sur le talent des joueurs en disant, en gros, bah, donnez le ballon à Verratti et puis ça se passe comme ça. Et puis devant, donner le ballon à Neymar et Messi et puis il se passera des choses. Non, on a vu des courses, on a vu des sorties de balles qui parfois ressortaient de très bas, parfois on jouait long. Voilà, pas forcément une obligation de sortir très bas bêtement en se disant même si on est pressé, c'est pas grave, on sort d'en bas. Non, bah, si parce qu'on est pressé, bah, on va chercher long. Voilà, il y a une recherche de positionnement, de course qui, en tout cas, hier, m'a plu et est intéressante. Et encore une fois, on est obligé de comparer à la saison dernière malgré tout. Des notes avec ce qui se passait la saison dernière, où c'était sur du classique 4-3-3, voilà, chacun à son poste. Et puis, c'était plus le talent des joueurs qui permettait au PSG d'avancer sur le terrain. Cédric, toi, qu'est-ce que tu retiens en premier de cette victoire hier, ce premier trophée remporté de la saison? Bah, la première chose, c'est les joueurs à leur poste. Parce que quand on jouait avec Pochettino, quand on voit qu'on a Mendes, quand on voit qu'on a Hakimi, enfin, d'autres joueurs qui sont pas à leur poste, tu vois que quand tu mets les joueurs vraiment dans le bon positionnement, t'as une équipe, t'as une cohésion. Donc ça fait plaisir. Après, il y a plein de personnes qui vont nous dire vous enflammez pas, c'est le premier match, etc. Mais moi, quand je me souviens du premier match de Pochettino au Trophée des Champions l'année dernière, c'était pas glorieux. Donc voilà, ce qui m'a marqué surtout, c'est ça. Comme dit Yacine, on voyait que tout le monde était impliqué. Il y a des changements qui sont faits aussi au niveau du coaching avant la 80e minute, donc ça fait plaisir. Donc non, il y a beaucoup de choses positives. Après, voilà, c'est toujours pareil. Il va falloir attendre les prochains matchs. Mais moi, j'avais un petit peu peur, c'est vrai que sur la tournée japonaise au niveau défensif, parce que c'est vrai qu'on avait eu des petites errances. Je suis pas complètement rassuré. Je suis rassuré par Donnarumma, qui a fait quand même un bon match, faut le dire, parce qu'on était un peu, en dilettante avec lui, on savait pas trop. Là, il fait une super parade sur Blas, et puis derrière, un jeu au pied plutôt rassurant. Donc voilà, je suis assez convaincu et content par l'équipe dans sa globalité. On reviendra sur un joueur un peu plus tard qui me fait un peu peur, mais bon, sinon ça va. Et Mousse, pour terminer ce premier tour de table, allez, je vais dire tour de table, tour de podcast, tour de Skype, je ne sais pas comment on peut l'appeler, mais Mousse, que tu retiens toi de la victoire, en plus de ce qu'ont déjà dit Yacine et Cédric? C'est difficile de passer en troisième parce qu'il y a plus grand chose à dire. Donc il y a plein de choses à dire en premier. Non, je te parle sur le truc global après, évidemment, mais j'allais dire exactement ce qu'ont dit mes deux camarades sur le comportement, sur l'état d'esprit, sur cette volonté d'aller chercher ce premier titre, de ne pas le prendre à la légère. Ça, c'est des comportements qu'effectivement, il a raison, Cédric, sur ce qu'on n'avait pas vu lors de la précédente édition. Et moi, je vais retenir un point négatif. On va en parler tout de suite, comme ça sera fait. C'est pour les quelques imbéciles qui ont sifflé Achraf Hakimi. Alors, il y a eu beaucoup de commentaires sur les réseaux sociaux. Il faut savoir qu'évidemment, c'est pas le fan club de Tel Aviv, le fan club du PSG de Tel Aviv qui a sifflé Achraf Hakimi, comme on a pu le lire ici et là. Pas du tout. Je pense que c'est une histoire politique. Il y a une tribune là-bas chez eux qui est politisée, qui est un peu à l'extrême droite. Ils ont trouvé bon de le siffler une deuxième année consécutive, alors que normalement ça aurait dû être une belle fête. C'était un beau match en plus. C'est juste ça qui a gâché. Donc effectivement, c'est pas tous les supporters qui étaient présents hier. C'est une petite partie, mais qui s'est fait entendre malheureusement. Moi j'aurais aimé que Achraf Hakimi conclue sa super action quand il est décalé par Messi, je crois, et malheureusement le gardien l'arrête. Voilà, j'aurais trouvé que ça aurait été un beau pied de nez qui marque ce but. J'aurais voulu voir sa réaction. Voilà, en dehors de ce
ce petit incident. Allez, on va appeler ça petit incident pour pas leur donner trop d'importance. C'était une super soirée. Et maintenant, moi, vraiment, j'ai vraiment hâte de voir le prochain match. Parce on voit quand même ce que veut faire Christophe Galtier, en tout cas en termes d'effectifs. On voit les remplaçants qui rentrent. On voit à peu près qui cette saison va remplacer qui. On l'a vu hier avec les entrées de Bernat pour Nuno Mendes. On voit que Danilo finalement va compter cette saison parce que pareil, à chaque fois qu'il y a des rentrées, c'est lui qui rentre. Donc on sent qu'il y a un groupe de 15-16 joueurs qui vont pouvoir tourner cette saison et ça c'est une très bonne chose. Voilà, t'as raison d'avoir souligné la bêtise. Danilo, attention, parce qu'en plus, la saison dernière, il fait une bonne fin de saison. Danilo, ça n'a pas été notre pire joueur, et c'est quelqu'un de plutôt sécurisant, entre guillemets, qui fait pas d'énormes boulettes et qui a répondu présent. Ah, mais ce sera bien de le faire rentrer dans certains matchs où tu as besoin de conserver peut-être un score ou de défendre un peu plus. Et il sera utile dans ce schéma-là, en tout cas. Et Danilo, clairement, n'est pas un des joueurs, je pense, que l'on veut voir partir au mercato. Et je pense que d'ailleurs, Christophe Galtier lui a indiqué, il l'intègre clairement dans son plan de jeu cette saison. Yacine, la composition concoctée par Christophe Galtier, ce 3-4-1-2 qu'on a vu pendant la préparation japonaise, qu'il a répété, donc on voit clairement que ça va être le système privilégié par Galtier, ce qu'on a souhaité et voulu toute la saison dernière par rapport au profil des joueurs, et Cédric en parlait en introduction, avec donc Donnarumma dans les cages, donc au moins le sujet des gardiens c'est plutôt tranché, comme on l'avait dit déjà dans le podcast, mais Donnarumma sera numéro 1, donc déjà ça c'est une question en moins pour cette saison. Ramos, Marquinhos, Kimpembe dans la défense à 3, Hakimi, Verratti, Vitinha, Nuno Mendes, Neymar, Messi, Sarabia, bon après les 3 vous les mettez comme vous voulez parce que ça a beaucoup permuté. Sarabia donc qui a remplacé Kylian Mbappé qui était suspendu hier. Comment tu as trouvé, en parlant en premier tout d'abord peut-être de l'animation offensive, sans Kylian Mbappé, parce que c'était aussi un des points d'interrogation, savoir comment le PSG allait se comporter, parce que le jeu du Paris Saint-Germain la saison dernière c'était beaucoup, on joue avec Mbappé et puis on verra bien ensuite. Comment tu as trouvé ça? Bon, moi je suis pour un retour au 4-3-3. C'est le mec qui est jamais cohérent et qui est jamais content. C'est juste pour être dans la contradiction et apporter. Ouais. Non, mais évidemment que on l'avait réclamé. Encore une fois, c'est pas juste une idée de dire on avait raison ou on voulait le 3-4-3 ou le 3-4-1-2, bref. C'est juste qu'il y avait des joueurs qui correspondaient à ça et on a vu, oui, des très bonnes choses dans l'animation offensive. Et pourquoi? Parce que déjà, Messi n'est pas collé à une ligne de touche. Et en fait, on a Neymar, Messi. Alors, c'est pour ça que moi, je comprends l'idée de Galtier, enfin, de tout le monde qui dit c'est 3-4-1-2. Moi, je dirais plus c'est 3-4-2-1 parce que Neymar, il est aussi très bas. Même si au départ, on nous a dit qu'il allait être le deuxième attaquant, on le voit venir chercher les ballons, beaucoup au milieu, etc. Ce qui m'intéressait hier dans ce qu'a proposé le PSG, c'est deux choses. La première, c'est qu'on a plus joué sur les latéraux que d'habitude. Et ça a permis d'étirer le bloc nantais, d'aller chercher sur les côtés. Il y a eu des situations de centre, il y a eu des situations de finition, parce que l'action d'Hakimi, justement, où il vient, il rentre dans le dos et il est à la réception de la passe de Vitinha. Mais il y a eu aussi des choses plus intéressantes dans les décrochages de Messi et Neymar et Vitinha qui venait dans leur dos. À chaque fois qu'il décrochait, c'est lui qui faisait cette course de 20 mètres pour aller dans leur dos. En plus de Sarabia, qui justement rentrait entre les lignes. Il y a eu vraiment des choses très intéressantes dans l'animation entre les lignes qu'on n'avait pas vu l'année dernière. Et moi, je l'avais montré plusieurs fois dans la Minute Coach, où il y avait un manque d'animation. En fait, il y avait des joueurs un peu statiques, on donnait le ballon, et puis après, c'était un peu le dribble qui faisait la différence. Là, il y avait une recherche de mouvement. Alors, parfois, on peut toujours dire que Neymar était trop bas, etc. Mais il y avait une réelle volonté de compenser les déplacements. Quand Neymar décrochait, Sarabia, Vitinha, voilà, il se passait des choses. L'autre chose qui... Alors là, c'est un peu... Enfin, pas négatif, mais c'était un peu l'interrogation que j'avais. C'est qu'il y a eu un rôle un peu spécial de Verratti et de Marquinhos. On a vu Verratti très souvent dans la ligne des 3 défenseurs. Et il y avait pratiquement une ligne de 4. Alors, je pense qu'il y a 2 raisons. C'est mon analyse. C'est que en mettant Verratti là, ça permettait de sortir les ballons avec la qualité technique de Verratti. Et je pense aussi que quand ils ont fait ça, l'idée, c'était en fait d'étirer complètement le bloc de Nantes. Moi, j'ai revu la première mi-temps. Je n'ai pas vu encore la deuxième, mais j'ai revu la première mi-temps.
En fait, c'était de mettre les latéraux très haut, de faire décrocher Verratti et en fait de laisser un grand espace où il n'y avait plus de joueurs du PSG et des joueurs parisiens après très haut pour leur permettre d'étirer le bloc nantais et après de venir décrocher justement dans ces espaces libérés. Parce qu'en fait, Nantes, je regardais ce matin la première mi-temps, et en fait, Nantes, ils ont eu du mal à trouver comment gêner justement ça. C'est-à-dire qu'ils ne savaient pas s'ils devaient aller chercher les Parisiens en se disant ils font tourner le ballon plus bas avec Verratti et tout, donc on y va. Mais en même temps, ils se faisaient aspirer. Ou est-ce qu'ils restaient en bloc très bas en se disant on va courir, à un moment donné, on va exploser. Et en fait, ça a permis de trouver ces intervalles-là. Alors, il y a des gens qui te disent c'est que Nantes, ils ont été. Moi, je pense que c'est vraiment ce qui a été recherché. Après, j'ai eu du mal en fait avec le positionnement de Verratti très bas des fois. Et aussi, Marquinhos qui venait des fois comme un 6 à la place de Verratti. Je ne sais pas si c'est viable sur la durée, parce qu'il va falloir vraiment être parfaitement réglé quand tu fais ça, parce que si tu te retrouves avec Marquinhos au milieu qui est effacé et Verratti en position de défenseur central presque, ça va être compliqué à gérer les transitions. Mais en tout cas, il y a une recherche et je trouvais ça intéressant. On reviendra, tu as raison d'en parler, mais on reviendra sur l'animation défensive tout à l'heure, parce que tu as raison de souligner, il y a eu un moment après le premier quart d'heure où Paris avait dominé, il y a eu quelques occasions nantaises, notamment la mauvaise passe de Verratti plein axe qui aurait pu coûter cher. Il y a un temps faible de 7-10 minutes au milieu de la première mi-temps où justement c'est beaucoup Ludovic Blas, très bon joueur d'ailleurs, qui crée du danger. Et oui, effectivement, ça aurait pu aussi finir par. Enfin, tu pouvais prendre un but alors que tu étais à 0-0 à ce moment-là et que tu maîtrisais plutôt le match. Assez dingue d'ailleurs que Ludovic Blas, pour l'instant, il n'y a que Lille qui se positionne dessus, alors que c'est un très bon joueur de foot. Mousse, allez, je ne vais pas lancer un dernier, comme ça il y aura des choses à dire. J'irai voir. Je rigolais tout à l'heure. Je sais bien, mais je vais tourner un peu parce que comme ça je ne fais pas toujours le même axe. Sur l'animation offensive, c'est vrai, Yacine insistait dessus. L'année dernière, on a vu Paris avoir du mal face au bloc bas, ne pas trouver de solution entre les lignes, etc. Et là, d'avoir un Messi qui est au cœur du jeu, on l'a vu dans les décrochements, etc., dans si l'entente avec Neymar, qui sont recherchés sans cesse, ils sont plus près les deux. Donc il y a une meilleure connexion, il y a une meilleure entente, et on a vu plusieurs schémas en tout cas, avec parfois aussi Yacine disait Neymar qui lançait les pistons. Je pense à une passe pour Nuno Mendes à un moment qui fait le centre et Sarabia n'est pas loin de la reprendre. Mais en tout cas, on a vu une variété dans le jeu et surtout en constance, sur 90 minutes, quoi. Pas une mi-temps comme souvent on l'a vu la saison dernière, où Paris s'arrêtait de jouer. Ouais, mais je pense qu'il y a aussi la question de la préparation qui a bien été faite cette saison. On se rappelle que Messi est arrivé tardivement. On se rappelle que Neymar s'était blessé assez rapidement aussi la saison dernière. Donc, c'était compliqué tout au long de la saison. Là, ils sont arrivés tous les deux au tout début ils ont repris à l'heure. Ils ont pu faire toute la préparation. Ces deux joueurs qui se connaissent évidemment déjà très, très bien de par leur passé à Barcelone. Et effectivement, ce qu'on a vu hier soir, évidemment, ça laisse beaucoup d'espoir parce qu'on était beaucoup à critiquer Messi la saison dernière. Neymar aussi, mais bon, Neymar était beaucoup absent, contrairement à Messi. Mais c'est vrai que le rendement de Messi la saison dernière, on s'est posé beaucoup de questions. Est-ce que c'est encore un joueur de foot? Est-ce qu'il va pouvoir retrouver toutes ses sensations, toutes les qualités qui font ce joueur? Et effectivement, hier, on a vu tous les deux. Mais moi, je voulais surtout revenir, comme il a très bien parlé Yacine sur Messi et Neymar. Et moi, je veux parler un peu de Pablo Sarabia, qui lui aussi revient cette saison après une bonne saison au Sporting. Et c'est vrai on peut penser qu'hier, il a peut-être fait un match qu'on l'a moins vu, il n'a pas marqué, etc. Or, pas du tout. Le match qu'il a fait, il est très intéressant, notamment dans l'histoire de libérer des espaces pour Messi et Neymar. C'est un joueur qui est combatif, et même dans le pressing, on l'a vu, c'est souvent lui qui est au premier pressing. Moi j'ai beaucoup aimé son attitude à Pablo Sarabia. Je sais pas ce qui va devenir de lui, est-ce qu'il va rester ou pas, est-ce qu'il aura des propositions. On a l'impression quand même qu'il est parti pour rester, puisqu'on n'entend plus parler il y avait un intérêt de l'Atlético, mais Ton micro. Oui, c'est vrai que j'avais coupé mon micro en plus. On a perdu Mousse, peut-être qu'il a reçu un appel, parce que je sais qu'il est sur son téléphone, il me semble. Ouais. Quand il reçoit un appel, ça coupe. Bon, je vais laisser revenir tout doucement. Je vais venir vers toi sur Mousse. Ouais, mais j'ai pas reçu l'appel. Hein. Je sais pas pourquoi ça a coupé. J'ai cru. Non, j'ai cru que tu avais reçu un appel, parce que souvent, ça coupe ta connexion. Ouais, là, non, c'est coupé. Bon, de toute façon, j'avais presque fini. Je sais même plus où
Sarabia. Tu savais pas. Voilà, Tu savais juste pas pour finir sur- Sarabia. Voilà, je disais, donc on ne sait pas s'il partira ou pas. On n'entend plus parler de l'intérêt de l'Atlético notamment. Mais je trouve que s'il reste cette saison, il va apporter beaucoup. C'est un joueur volontaire, travailleur. Il se fond dans le collectif, il ne se plaint pas. Il est d'ailleurs à l'origine du but de Ramos, sur la talonnade de Ramos. Donc il a quand même participé à l'action. Donc voilà, moi j'ai bien aimé l'attitude de Sarabia hier. Il avait déjà fait une bonne préparation au Japon. Je pense que c'est un atout offensif supplémentaire. On le répète, il y aura encore beaucoup de matchs. Il y aura la coupure avec la Coupe du Monde. Donc moi, je suis plutôt satisfait du début de saison de Pablo Sarabia. Cédric, sur l'animation offensive et sur Messi Neymar, quand même 3 buts à eux deux hier. Je sais pas toi, mais pour moi, je pense que c'est le meilleur match de Messi en match officiel au Paris Saint-Germain sur 90 minutes. Parce qu'évidemment, sur quelques coups d'éclat, Messi a été brillant la saison dernière, notamment face à Manchester City. Mais sur vraiment l'intégralité d'un match, il a été plutôt disponible en jambes. On a retrouvé sa faculté à éliminer. La finition aussi, même qu'il a fui la saison dernière. Il a marqué seulement 5 buts en Ligue 1. C'était vraiment un match complètement différent de la part de Lionel Messi par rapport à ce qu'on a vu la saison dernière. Ouais, il y a plein de choses. Il y a le positionnement déjà. Après, il y a le spleen de Barcelone, d'avoir quitté sa ville, la ville où il a grandi, où il a joué toute sa carrière. Il y a pas mal de choses, à mon avis, à digérer. Et puis en plus, il a une revanche à prendre, parce qu'il a tellement été critiqué. C'est un champion. Donc, c'est très bien que l'orgueil du champion, voilà. Donc je pense qu'on va avoir une très belle saison de la part de Messi. Neymar, c'est un peu pareil. Voilà, l'année dernière, il a été pas mal blessé. Il n'a pas fait une saison extraordinaire. Donc là, il est revenu affûté. Il y a la Coupe du Monde aussi qui se profile. Donc les mecs, là, ils sont, faut pas se leurrer, hein, jusqu'à la Coupe du Monde. Ils vont être vraiment en grande forme. Ils vont vouloir se montrer. Et c'est plutôt positif pour nous. Après, moi, tout ce qui est offensif, il n'y a aucun souci, si ce n'est le côté Mendes. Je trouve qu'il a fait pas mal d'appels qui n'ont pas été servis. On a beaucoup joué sur Hakimi. Il va falloir, je pense, peut-être un peu équilibrer ça. Après, moi, le petit point négatif, on va y revenir, je pense, c'est sur le côté défensif. On y reviendra après, ouais. On va revenir après, mais sinon, sur le côté offensif, non. Après, je suis très content aussi de Vitinha, parce qu'il y en a beaucoup qui disent, ouais, il n'a pas fait grand-chose, etc. Déjà, il a 100% de passes réussies. Il faut le noter, c'est pas rien. Et il a toujours essayé de jouer vers l'avant, même si, voilà, il n'y a pas de passe décisive, il n'y a pas de trucs comme ça et tout. Moi, je trouve que c'est un très bon élément et on va avoir de belles choses avec lui. D'ailleurs, tu viens d'en parler, je regardais quelques stats sur le match des joueurs parisiens et je salue le compte Twitter Paris Stade Germain qui relate beaucoup de stats sur le match. Et par exemple, dans les top 3 des ballons joués par les joueurs du PSG face à Nantes, Verratti premier avec 97, Messi deuxième avec 91 et Neymar troisième avec 83. Donc ça dit aussi du nombre de ballons et de l'influence qu'a eu Messi hier sur le match. Yacine, Je peux dire un petit mot avant, Hugo? oui, vas-y, bien 30 sûr. secondes, je voulais juste rajouter un truc sur Neymar. Neymar, il met un magnifique coup franc hier. Il n'avait pas mis depuis, alors j'ai regardé, mais normalement depuis 2019, il me semble qu'il n'avait plus réussi un coup franc direct. Il y a une chose aussi qui était notable chez Neymar hier. Là, il retrouve une qualité de passe incroyable, celle qu'on voyait à ses débuts au Paris Saint-Germain. Il a aussi simplifié son jeu, même si en deuxième mi-temps, parfois, on l'a vu un peu porter le ballon, etc., mais c'était pas très grave. Et Messi, c'est pareil. Je trouve qu'il y avait beaucoup de déchets les dernières dans le jeu de Messi, notamment quand il cherchait à éliminer en 1 contre 1. Et hier, je trouvais que voilà, il a retrouvé ses dribbles magiques, la rapidité, ne serait-ce que le but qu'il met à la fin, qui est magnifique, qui est totalement messiesque. C'est des buts qu'on a vu beaucoup lorsqu'il était à Barcelone. Et franchement, je fonde beaucoup d'espoir, alors que j'avais vraiment perdu espoir sur ces deux joueurs. Et alors évidemment, c'est qu'un match, c'est le Trophée des Champions, c'est contre Nantes, etc. Mais force est de constater quand même, hier, ils ont fait un match quasiment complet. J'ai même vu Messi en début de deuxième mi-temps faire un pressing sur un joueur nantais, récupérer le ballon. Ah, j'ai dit, c'est incroyable. J'ai dit, si Galtier a réussi même à faire ça, c'est incroyable. D'ailleurs, justement, j'ai belle transition, Mousse, parce que j'allais voir Yacine sur. Je vous ai demandé en off avant qu'on commence ce podcast le top et flop du match. Donc, on ira voir tout à l'heure le flop de Cédric, je ne le spoil pas. Mais on a déjà eu le top de Mousse qui était Pablo Sarabia sur le match. Et Yacine, toi, le joueur que tu veux souligner, c'est Neymar. Et est-ce que la meilleure. Qu'est-ce que je veux dire? La meilleure description de son bon match hier, c'est pas je sais pas si vous avez la petite séquence avec Antoine Comboiré, quand il lui dit sur le bord du terrain, ça y est, tu te mets à défendre toi maintenant. Et il presse sur un joueur nantais.
Bah déjà, ouais, merci à Comboiré pour la séquence, parce que franchement, moi, je l'ai trouvé magnifique. En fait, Neymar, je crois que le vrai, le vrai symbole, pour ceux qui suivent tous les podcasts, ils vont s'en rappeler. Bah, en fait, on voit ses yeux. Et quand tu vois ses yeux, bah, tout va mieux. Voilà, c'est aussi simple que ça. Je veux Et je dire vous l'avais dit. qu'il Je est me rappelle, pas. l'année dernière, j'avais dit, moi, Neymar, s'il arrive et je vois pas ses yeux, je lui dis, écoute, tu vas te préparer. Quand on reverra tes yeux, tu reviendras. Et voilà, hier, on voit ses yeux. Voilà, alors évidemment qu'il n'a pas la vivacité d'il y a 5 ans, etc. Il n'y a pas de problème. Mais moi, je l'ai trouvé dans le volume de jeu. Alors, il faut savoir un truc, c'est que Neymar, il est souvent dans les joueurs qui courent le plus, hein, dans les stats au PSG. En Ligue des Champions et tout, c'est toujours un joueur qui est au-dessus des 10 km et qui est dans les 3-4 joueurs qui ont le plus couru sur le terrain. Donc, de ce côté-là, on n'a jamais. Enfin, tu peux pas lui reprocher ça. Tu peux lui reprocher plein de choses, mais pas ça. Mais là, en fait, il court à bon escient. Il a les bons gestes. Mais surtout, hier, il y a une chose essentielle, c'est qu'il a respecté le jeu. Voilà, il n'a pas abusé. Et même les moments, tu vois, moi j'ai eu peur 2-3 fois où, avec le défenseur nantais, avec Sissoko aussi, il y a eu des moments où je me suis dit, ah, il est en train de leur parler, ça va déraper. Et non, ça n'a pas dérapé, il est resté dans son match, il a continué à essayer de jouer simple, à lâcher le ballon, à donner, à proposer. Il a pris la profondeur plusieurs fois. Notamment et je pense que Cédric parlait de Vitinha tout à l'heure, et je pense que c'est l'action qui a un peu marqué les supporters du PSG pour critiquer Vitinha. C'est l'action où Neymar prend la profondeur, il donne à Vitinha, il prend la profondeur, et Vitinha ne lui redonne pas le ballon, alors qu'il y a franchement l'espace pour lui donner, et il n'ose pas. Il y a beaucoup de gens qui ont noté cette action, genre oh, Vitinha, il n'a pas osé lui donner. Mais bon, calmez-vous, quoi. Déjà, c'est un ballon. Et ensuite, c'est logique. Le mec, c'est son premier. Même s'il a fait la préparation, c'est son premier match officiel. Il ne voulait pas non plus prendre trop de risques. Il a été bon dans ses déplacements, mais voilà. Pour revenir sur Neymar, donc il a respecté le jeu. Et quand Neymar respecte le jeu, mais évidemment que c'est un joueur exceptionnel dans sa qualité de passe, dans sa capacité à être positionné entre les lignes. Tu parlais du décalage sur Mendes. Il part de très bas sur cette action. Il est dans son camp. Je crois que c'est Verratti qui trouve Messi. Et il y a Neymar qui vient proposer dans le dos de Sissoko. Messi trouve Neymar. Et là, Neymar percute et donne le ballon parfait entre les deux Nantais pour que Mendes aille centrer. En fait, c'est ça qu'on attend de Neymar. Et quand on le critique, on n'est pas en train de dire que c'est un joueur pourri, que voilà, c'est un joueur qui est frustrant. Quand tu sais ce qu'il est capable là, alors que ça fait que 4 semaines, hein. Je rappelle qu'on considère déjà au début de saison qu'à partir de la 6e ou 7e semaine, tu commences à être bien physiquement. C'est-à-dire qu'il n'est pas encore au top. Et quand tu vois ce qu'il a proposé hier, tu es obligé d'être frustré avec ce joueur. Tu es obligé de te dire, mais pourquoi tu ne fais pas ça tout le temps? Pourquoi tu n'as juste pas envie de jouer au foot et de respecter le jeu tout le temps? Et pourquoi tu n'as pas envie non plus, parce que moi je pense que ça fait partie de ça, d'arrêter tes embrouilles à 2 balles avec des joueurs de Ligue 1 moyens où tu vas te perdre après à faire 25 minutes de 1 contre 1 juste pour montrer que tu es Neymar. Voilà, juste respecte le jeu. Et dernière chose, on l'a dit un peu au début, mais pour finir là-dessus sur Neymar, évidemment que son positionnement il est plus intéressant. Parce que là, il a cette liberté d'être à l'intérieur du jeu. On l'avait dit, le voir sur le côté. Il a plus les jambes pour. Enfin, aujourd'hui, en tout cas, jusqu'à maintenant, peut-être qu'il les retrouvera dans 3-4 semaines. Aujourd'hui, il n'a pas les jambes pour éliminer réellement en 1 contre 1 arrêté comme il le faisait avant. Viens dans le cœur du jeu parce qu'évidemment que cette qualité de passe. Tu vois la passe sur Messi sur le but, ok, elle est contrée. Elle est un peu déviée. Mais en fait, dans l'intention, le jeu, c'était vraiment ça. C'est-à-dire que Messi prend la profondeur, lui, il vient à l'intérieur, il percute. Enfin, sur son contrôle, il enchaîne et très vite, il vient chercher à l'intérieur. D'ailleurs, pour rejoindre ce que disait Mousse, l'appel de Sarabia qui emmène aussi la défense, c'est ça, en fait. Moi, c'est ça que je veux du PSG. C'est-à-dire des joueurs qui respectent le jeu. Voilà, Sarabia, il sait qu'il va sûrement faire l'appel pour rien. Et il pourrait très bien se dire, je ne vais pas faire l'appel, je ne vais pas recevoir le ballon. Mais il fait l'appel parce qu'il ouvre la défense. Et en fait, c'est ça qu'on demande. Et c'est pour ça que la semaine dernière, quand je disais, attention, les 3 quand ils sont là, parce que est-ce que quand il y a les 3, il y a un joueur qui est capable de faire l'appel de Sarabia? Je ne suis pas en train de dire que Paris est moins bon quand il y a les 3. Je suis en train de dire qu'est-ce que les joueurs, quand il y a les 3, ils sont capables de se sacrifier, entre guillemets, pour ouvrir une défense. D'ailleurs, Voilà, Kalimundo la question des prochaines semaines. Hein? Je disais qu'Alimundo aussi l'a fait quand il est rentré, donc c'est vrai. Alors Mbappé, c'est pas sûr qu'il le fasse. Et effectivement, la question maintenant, c'est comme on sait que le trio offensif, ce sera Mbappé, Neymar, Messi. On va voir si ça va fonctionner parce que les 3 veulent marquer, les 3 veulent briller. Évidemment, c'est pas tout à fait comme la position de Sarabia ou Kalimundo. Mais après, peut-être que voilà, avec le travail, voilà, ça va peut-être bien se passer. Il faut pas non plus. C'est quand même
joueurs et évidemment, nous, on a envie que le trio fonctionne. Mais c'est pas tout à fait dans les mêmes dispositions qu'avec un Kalimundo ou un Sarabia, c'est vrai. Et d'ailleurs, Cédric, je te lance dessus avec la petite déclaration de Christophe Galtier hier, dont on parlait un peu Yacine et Mousse en conférence de presse. On lui a posé la question, on en oublierait presque l'absence de Kylian Mbappé hier. Et Christophe Galtier a répondu, personne ne peut oublier Kylian, on sait ce qu'il a apporté, ce qu'il apporte et ce qu'il va apporter à l'équipe. L'apport de Kylian Mbappé à partir du prochain match, clairement, on ne va pas s'en priver. À moi et à mon staff de faire en sorte de trouver le bon équilibre entre les trois pour qu'ils continuent à marquer et jouer ensemble. D'ailleurs, on avait eu peur hier qu'il y ait moins de vitesse avec l'absence de Mbappé, moins de vitesse, moins de projection vers l'avant. Et finalement, on peut jouer sans Mbappé, c'est différent effectivement, ça va peut-être un petit peu moins vite, quoique hier, ils ont quand même cherché à jouer très très vite. Et je ne sais pas si on parlera des latéraux, mais moi je trouvais par exemple que... Ouais, on va parler de ça. Je laisse déjà Cédric répondre et ensuite on parle des pistons qui ont été intéressants. Cédric. Ouais, non, en fait, la différence avec l'année dernière, c'est ça qui est intéressant. On avait toujours peur l'année dernière, dès qu'il n'y avait pas Mbappé, d'être offensivement inoffensif, c'est le cas, de ne pas marquer de but. Enfin, on voit vraiment la saison qu'on a fait, c'était laborieux. Là, on fait un match sans lui, on met 4 buts, on a des occasions, il y a de la vitesse malgré tout. Donc on se dit, voilà, c'est bien. On a un système qui nous permet aussi de jouer sans Kylian Mbappé. Alors, évidemment qu'on préfère jouer avec lui, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais c'est quand même intéressant et rassurant de se dire, voilà, on a au moins une équipe qui peut jouer sans lui en cas de coup dur, de blessure, de carton, etc. Donc ça, moi, je trouvais ça plutôt intéressant. Après, Neymar, Messi, évidemment que voilà, dans l'axe, ça fait mal et que c'est le positionnement. Moi, des joueurs comme Sarabia, Kalimundo, qui se sacrifient pour l'équipe, c'est essentiel. Surtout quand tu as un Messi, quand tu as un Neymar et quand tu as un Mbappé. Maintenant, comme a souligné Mousse ou Yacine, c'est vrai que quand il va y avoir Mbappé, il va pas falloir que ce soit street football, quoi. Avec les trois qui essaient de faire des dribbles, qui essaient de... Voilà, on va voir ce que ça va donner. C'est la seule petite inquiétude qu'on pourrait avoir sur ça. Mais bon, à Christophe Galtier de faire en sorte que les trois jouent les uns pour les autres et pour l'équipe. Ça, c'est le plus important, quoi. Et quand même un petit mot sur son coup franc, je sais pas qui va réagir dessus, Cédric, et après j'irai Mousse, mais son coup franc il est quand même magnifique. Ça faisait longtemps en plus, Mousse rappelait la date tout à l'heure de son dernier coup franc, un coup franc direct en plus marqué d'un joueur du Paris Saint-Germain. Bah, je pense que du coup la stat c'était alors 2019, c'est la bonne date. 2019, et c'est les 47 derniers coups francs qu'il n'avait pas mis. Ouais, voilà, donc c'est dire quand même. En plus, Neymar a dit encore hier que sur le coup franc. Donc on est à la fin du temps additionnel de la première période. Il vient de prendre juste un coup juste avant, il a un peu mal au genou. Et Messi dit à Neymar, non, vas-y, tire-le. Et Neymar le met magnifiquement quand même. Ah, ça fait plaisir, hein, parce que c'est quand même un rejet. Il l'était, entre guillemets. Hyper intéressant, dangereux. Et puis on disait toujours qu'un coup franc de Neymar, c'était comme un penalty. Bon, là, on avait perdu un peu tout ça depuis 2019. Et ça fait plaisir. Ça fait vraiment plaisir de voir un coup franc comme ça. Voilà, c'est de bonne augure. C'est un magnifique coup franc qui touche pas le mur, il rentre vraiment directement, elle est pas déviée. Et après sur le truc de Messi, bon après à la rigueur, là où est placé le coup franc, de toute façon, je pense que c'est pour un droitier, même si Messi peut tirer des deux pieds, mais bon là honnêtement, il était quand même très bien placé. C'était à peu près la même distance, le même positionnement que le coup franc de Cavani face à Marseille. Il avait pas au même endroit, mais ouais, c'est ça. Ouais, c'est à peu près ça. Mais ouais, non, c'est un magnifique coup franc et la stat, elle est ouf. 47 coups francs foirés et c'est vrai qu'on en a vu un paquet passer la saison dernière au-dessus des cages. Et la saison dernière, ils se partageaient les coups francs entre Messi et Neymar et de temps en temps, Mbappé réussissait à s'imposer parce que lui aussi a envie de briller dans cet exercice. Mais en tout cas, ça fait plaisir de revoir Neymar marquer sur coup franc. Magnifique coup franc. Yacine, tu veux dire un petit mot, non, ou le penalty, alors qui est parfaitement tiré comme d'habitude. Parce que je pense que tu veux peut-être le dire, Yacine, mais le penalty est pas fort du tout. Hein, la puissance du tir est pas forte, mais il le prend tellement à contre-pied qu'elle passe pas très loin non plus de la fond, mais c'est parfaitement tiré. Le penalty, franchement, pour les gardiens, c'est tellement frustrant parce qu'il n'y a pas de puissance. C'est horrible. En fait, il se dit, je peux, mais en fait, je peux pas. Et je sais pas si vous avez vu, il y a un ralenti où on voit vraiment Neymar de face. Et en fait, il a jamais la tête baissée. Il est constamment en train de regarder le gardien jusqu'au dernier moment. Et il est capable quand même parce que je regardais bien, Lafond, il bouge vraiment au dernier. Enfin, il veut pas bouger jusqu'au bout.
Et le mec, au moment où il arme sa frappe, il est capable de changer juste en voyant le petit geste de Lafont à droite. Et la frustration de Lafont doit être énorme parce que le mec, il fait juste un mouvement. Le ballon, il passe à 1,50 m, mais tu peux pas y aller. Mais c'est horrible. Mais franchement, sa façon de tirer les pénaltys, elle est exceptionnelle. Et pourtant, Yas, il les tire toujours de la même manière. Ouais. Je l'ai rarement vu tirer en force un penalty. Ah ouais. Les gardiens de Ligue 1 savent parfaitement comment ils tirent les penalties. Et c'est vrai que celui d'hier, tu avais l'impression qu'il était encore tiré plus lentement que d'habitude. Ouais. Et tu te dis comment Lafont, il peut ne pas l'arrêter. Tu as l'impression qu'il lui fait une passe. C'est incroyable. La puissance du penalty est vraiment faible. Donc c'est pour ça que je me suis au début, je me suis quand il parle, je dis attends, c'est pas possible, il va l'arrêter. Et en fait, comme Lafont fait le petit geste comme ça d'être sur les appuis, en fait c'est mort. C'est pas possible, c'est mort. Et il marque aucun temps d'arrêt dans sa petite course. En vérité, on a l'impression qu'il s'arrête, mais en vérité, regardez, il s'arrête jamais. Il ralentit, il accélère, il ralentit et il tire. Mais ouais, non, c'est incroyable. Et c'est vrai que ça m'étonne que les gardiens n'arrivent pas à arrêter un penalty de Neymar parce qu'il les met jamais en force. Toujours bien placé. Effectivement. Avant de passer à l'animation défensive et ce qui était un peu les petits points faibles et dire le petit point noir, et encore c'est un point noir d'hier, parce qu'on a beaucoup de sujets. Il faut qu'on tienne 1h30 sur le podcast, donc il faut bien qu'on parle même des choses, même si c'est faible, qui n'ont pas fonctionné. Mais restons sur les choses positives et je vais vous donner une déclaration de Christophe Galtier hier en conférence de presse sur le niveau de son équipe. Est-ce que vous attendiez à ce que votre équipe réussisse une performance aussi aboutie? Et Christophe Galtier a répondu, et je reprends des déclarations de Christophe Galtier alors que j'avais arrêté un peu la saison dernière avec dans les podcasts parce qu'on avait tellement rien à tirer et qu'il y avait rien, c'était tellement laconique et plat que là au moins, enfin on reparle un peu de tactique et autre chose. Et donc Christophe Galtier a répondu à cette question. Sur un plan physique, on a bien travaillé ensemble, même si la préparation était assez courte, les joueurs ont préparé la saison avant, pendant leurs vacances. Tout le monde fait des séances complètes. Il reste à travailler les relations techniques entre les lignes et la maîtrise du jeu. Mais j'ai apprécié ce qui s'est passé offensivement avec beaucoup d'enchaînements techniques. Ils ont joué les uns pour les autres et fait des efforts défensifs. Il y a encore des choses à affiner. Mais je suis très satisfait que l'on ait marqué 4 buts. C'est un succès important pour démarrer une saison et il ne faut pas banaliser les victoires et les trophées. C'est intéressant quand même ce qu'il dit Cédric, coach Galtier. Ouais, c'est intéressant. Après, voilà, c'est toujours pareil. Moi, les déclarations du début de saison, on est dans l'euphorie, on a gagné. Enfin, bon, il faut faire attention. Ouais, moi, je m'y attarde pas trop, mais effectivement, c'est un peu plus constructif que ce qu'on a vu par le passé au niveau des déclarations de Pochettino. Après, il y a toujours la barrière de la langue. Enfin, il y a plein de choses. On peut mettre plein de choses en exergue, mais bon, moi, j'attends la suite. Je suis un peu, je suis mesuré. D'accord. Donc, on est mesuré du côté de chez Cédric. Mousse, est-ce que toi, tu peux un peu plus en jouer sur ce qu'on a vu? Voilà, il y a un zoo, je crois, chez Cédric, qu'on entend. Non, en fait, c'est les chats qui ont ramené un oiseau. Je me disais bien que j'entendais un oiseau. Voilà, désolé. Hein. C'est un chasseur. Ouais, on entend, ouais. Voilà. Je sais pas comment ils ont chopé, mais ils ont chopé un oiseau sur la terrasse. Donc c'est une animalerie chez Cédric Lucas, vous l'entendez, un petit zoo. Mousse, sur ce que tu disais sur Galtier, sur ses déclarations en conférence de presse et sur aussi ce qu'on a vu, parce qu'on attendait quand même de voir par rapport à la première conférence de presse de Galtier, à ses autres conférences de presse aussi, où il avait rappelé l'important d'avoir un groupe épanoui, mais aussi exigeant et travailleur. On voit quand même ce qu'il veut mettre en place l'ancien entraîneur niçois. Ouais, juste avant de te répondre, ça me permet aussi de remercier les gens qui font les conférences de presse à l'écrit, qui retranscrivent pour le site Paris United. Donc, je voulais remercier notre amie Inès Huvier qui vit à Madrid et qui a géré toute la saison dernière et qui va encore gérer les conférences de presse cette saison. Et aussi en binôme avec Jean-Baptiste, c'est notre correcteur et c'est aussi un rédacteur de Paris United et lui aussi fait. Donc, je leur passe un grand bonjour et je leur remercie pour leur travail. Sur la com de Galtier, effectivement, on a tellement été habitué à manger le caca de Pochettino en conférence de presse que, pardonnez-moi l'expression, qu'aujourd'hui, on arrive à reprendre du plaisir à écouter les conférences de Christophe Galtier. D'abord parce qu'il est français, donc c'est déjà plus agréable. On n'a pas affaire à un traducteur, c'est direct. Il esquive pas les questions. Il dit les choses, que ce soit négatif ou positif. Et on voit quand même c'est quelqu'un qui est très intelligent, qui a tout à fait compris qu'aujourd'hui un entraîneur, il faut qu'il soit bon en communication.
Ce qu'il fait hier par rapport à Pochettino, par exemple, c'est d'une très très grande intelligence. Quand il dit il dédie une partie du trophée à Mauricio Pochettino, parce qu'effectivement le PSG est champion, donc est champion avec Pochettino, c'est ce qui lui permet d'être au trophée des champions. Voilà, c'est intelligent de sa part. Alors certains vont dire ouais, c'est de la com, etc. On s'en fout, c'est pas grave. Lui, il a compris en tout cas que voilà, il faut donner certaines choses. Parfois, les entraîneurs sont frustrés et ils veulent pas. Voilà, ils aiment pas trop la presse, ils aiment pas parler à la presse, ils aiment pas les médias parce qu'ils ont été critiqués, etc. Et je pense que Pochettino, c'était ça l'année dernière. Et du coup, il voulait rien donner. Or, c'est une erreur. Quand tu viens en conférence de presse, c'est pas pour les médias que tu le fais, c'est pour les supporters. C'est les supporters qui veulent savoir, voilà, comment t'as préparé le match, qu'est-ce qui t'a plu, pourquoi ça n'a pas fonctionné, etc. Et Pochettino, la saison dernière, il était, moi, je donne rien aux journalistes, ils me critiquent, je vais répondre toujours la même chose. Aujourd'hui, ça fait du bien d'entendre Galtier. Et effectivement, je pense que Yacine, eh ben, il prendra un peu plus de plaisir après les matchs au Parc des Princes quand il ira à l'auditorium pour écouter Christophe Galtier. Et je pense que ce sera beaucoup plus sympa pour lui et pour tous les autres journalistes d'ailleurs. Donc, ouais, moi, encore une fois, il arrive à me séduire, Pochettino, Galtier. J'étais très réticent à sa venue cet été. Et plus les matchs passent, plus j'écoute ses réactions et plus je me dis finalement, c'est pas une si mauvaise idée d'avoir fait venir Galtier. Donc je monte dans le train, je suis sur le marchepied et je m'apprête à rentrer dans le wagon et faire tout le voyage avec lui et l'effectif du PSG. Donc ouais, il me séduit de plus en plus Galtier. Ouais. Et toi Yacine, est-ce que tu baisses un peu ta garde et que tu acceptes un ancien Marseillais Non, c'est aussi par rapport pour parler de jeu, je te laisse répondre après Yacine, c'est sur l'intensité aussi qui n'a pas baissé en deuxième période, alors que tu menais pourtant 2-0 à la mi-temps. Et c'est des choses qu'on a vu la saison dernière, d'arrêter de jouer. Et là, il y a eu de la discipline, volonté perpétuelle d'attaquer, de continuer à vouloir marquer. Et tu l'avais souligné dans les podcasts sur les matchs de préparation, c'est cette envie de continuer à jouer et d'attaquer. Moi, je pense que pour l'instant, ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a une cohérence entre ce qui est dit et ce qu'on voit. Et d'ailleurs, pendant le match, il y a les commentateurs qui ont fait remarquer une ou deux fois en deuxième mi-temps justement que Galtier n'était pas content sur cette action. Il y avait quand même 3-0, 4-0. Voilà, mais en fait, c'est ce que moi j'ai reproché longtemps au PSG. C'est-à-dire que oui, ok, tu mènes 3-0 et après c'est le cirque. Et tu es contente de te dire, mais on mène 3-0, en gros, bon voilà, n'en demandez pas trop. Mais non, en fait, l'exigence, elle vient comme ça. Elle vient parce que le coach n'est pas content à 3-0, que tu rates une passe ou un centre, que le coach n'est pas content parce que tu n'as pas fait un repli. Voilà, c'est ça l'exigence. Et pour l'instant, il y a une cohérence. Alors moi, par contre, je remercie Pochettino pour les quelques cours d'espagnol que j'ai pris gratuitement la saison dernière. Ça m'a permis une remise à niveau. Bon, en dehors de ça, au niveau football, j'ai rien appris. Mais en fait, là, c'est pas. Tu vois, comme je disais tout à l'heure, les dirigeants ils nous ont donné 18 mois de merde. Donc maintenant, on est content d'avoir juste vu un match cohérent. Mais en fait, avec Galtier, c'est pareil. C'est-à-dire que là, on est juste content qu'il nous parle de foot. Voilà, le mec, il te dit, ouais, je suis content de ça, je suis content de ça. Attention, il y a ça encore à travailler. En fait, il fait une conférence de presse normale. Et tellement on n'est plus habitué, ben là, on est content. Voilà. Donc très bien. En tout cas, moi, vraiment, pour finir là-dessus, ce qui m'intéresse là, c'est la cohérence entre ce qui est pour l'instant proposé dans les discours depuis le début et ce qu'on voit sur le terrain. Voilà, maintenant, comme je l'ai dit 1000 fois au PSG, le problème, c'est pas les 3 matchs qui arrivent ou c'est pas 3 matchs dans la saison, c'est combien de temps ça dure. Voilà. En fait, il y a aussi, ce qui est bien aussi, c'est que tu sens qu'il est content d'être là, Galtier, contrairement à Pochettino la saison dernière et la fin de l'ère Tuchel. Parce que le début de l'ère Tuchel, il est très heureux. On se rappelle des images à son arrivée avec son groupe, etc. Et même les journalistes. Même ses confs, il y avait le sourire dans les confs. Exactement, voilà. Et puis il donnait des choses, Tuchel. Voilà. Même vers la fin, où c'était compliqué, on se marrait parce qu'il avait pété un câble. Et en fait, au moins, il était énervé, il le faisait comprendre. Et là, ce qui est plaisant avec Galtier, c'est que vraiment, on sent qu'il est heureux d'être à la tête de cette équipe, qu'il est heureux d'entraîner des joueurs comme ça. Et encore une fois, il est en train de gagner son pari avec les plus sceptiques des supporters parisiens, dont je faisais partie. Et je trouve qu'il est en train de remporter la bataille. Et c'est très bien comme ça. D'ailleurs, on a vu des petites séquences, je pense que vous avez vu, où il y a des accolades quand même assez franches, et en tout cas qui ont l'air sincères, entre Messi et Galtier, où il y a l'air d'avoir une entente, etc. Avec Messi, c'était aussi un des points d'interrogation. Cédric, sur le fait de s'entendre bien avec les stars de l'équipe, lui qui a jamais géré un vestiaire avec autant d'ego, on va dire, et de joueurs de ce niveau-là.
c'est aussi intéressant de voir l'intégration et de voir qu'il arrive à se mettre les joueurs dans la poche, en tout cas, qu'ils adhèrent à son plan de jeu et à son discours. Ouais, on redoutait, en fait, il y a beaucoup de supporters, beaucoup de journalistes qui redoutaient ça. Qui disaient, voilà, Galtier, comment il va faire pour gérer Messi, comment il va faire pour gérer Neymar, les mecs, ils vont pas l'écouter. Enfin, on a entendu énormément de choses sur ça et on voit qu'au final, pour l'instant, ça fonctionne. Tout le monde s'entend bien, il y a la cohésion. Les mecs adhèrent aussi à son projet de jeu. Ils écoutent les consignes. Après, c'est toujours pareil, on a fait des matchs amicaux et un match contre Nantes. Donc, comme l'a dit Yacine, on va attendre de voir les prochains matchs. Mais c'est vrai qu'en tout cas, pour l'instant, ça fait plaisir et ça, c'est diamétralement opposé à ce qu'on a vu avec Pochettino. Est-ce que tu as échangé, Cédric, avec des supporters qui sont abonnés au parc, etc., sur le match d'hier, sur s'ils étaient contents de... Ouais, j'ai échangé avec quelques supporters. Bah, évidemment, tout le monde est content. Mais ce qui ressort, c'est vraiment ça. C'est le fait d'avoir un plan de jeu. Parce qu'on on en a tellement parlé, on n'a pas de plan de jeu. C'est juste passe la balle à Neymar, passe la balle à Messi, passe la balle à Mbappé. C'est vrai que c'était ça, vraiment. Et même sur la fin de l'ère Tuchel, c'était déjà ça. Donc c'était compliqué. Et les supporters que j'ai eu par message ou sur les réseaux, etc., c'est ce qui est ressorti. C'est vraiment, voilà, on a vu du jeu. On voit un peu ce qui va se profiler. Et normalement, ça devrait être ça sur toute la saison. Donc ça, c'est super intéressant. Et retrouver aussi la qualité des stars, quoi. On avait complètement perdu. Parce que quand on voit qu'en fin de saison, on était tous en train de dire, ça y est, c'est fini. Neymar, il est foutu. Messi, on n'en veut plus. Début de saison, tu retrouves un petit peu le niveau de jeu de ces deux grosses stars. C'est intéressant. Après, voilà, moi, on va revenir au niveau défensif. J'ai des petites craintes. Mais justement, je te lance dessus, Cédric, et j'irai voir Mousse et Yacine après, mais je te lance dessus comme tu voulais en parler tout à l'heure. Et ensuite, et d'ailleurs, dans les top flops, donc je vous ai déroulé un peu tout à l'heure, on a eu Sarabia en top pour Mousse, on a eu Neymar en top pour Yacine, et toi, tu voulais revenir aussi sur la performance de Marquinhos, mais plutôt en flop. Ouais. Alors, pour préciser, on avait émis quelques doutes dans le podcast pour la préparation sur les espaces dans le dos des pistons avec ce dispositif-là, l'alignement des trois défenseurs, le fait que Ramos soit pris de vitesse parfois. Comment tu as trouvé tout ça hier, Cédric? Justement, en fait, moi, voilà, j'avais peur. J'ai regardé tous les matchs amicaux. J'avais très peur parce qu'on se faisait prendre dans le dos par des équipes japonaises. Enfin, j'ai rien contre eux, hein, mais c'est quand même pas le niveau, c'est pas le niveau européen. Marquinhos, depuis le match du Real, je trouve que voilà, on l'a un peu perdu. Il a fait des erreurs. Il avait une façon de se positionner. Enfin, beaucoup de choses qui étaient diamétralement opposées à ce qu'il a fait jusqu'ici au Paris Saint-Germain. Et sur le match de Nantes, j'ai pas été totalement rassuré. Il se fait prendre dans le dos, notamment même sur l'occasion de Blas. Voilà, il y a 2-3 fois où il n'est pas positionné de façon extraordinaire. En revanche, Ramos, il a fait un énorme match. Ouais, il a fait du Ramos. Il a été malin, il a été physique, athlétique. Il a été présent. Il a fait vraiment un très très gros match. Mais Marquinhos, voilà, j'espère que c'est peut-être aussi le temps de s'adapter dans la défense à 3. Enfin, il y a plein de paramètres. Mais depuis ce fameux match de Madrid, voilà, je trouve qu'on a un peu perdu le Marquinhos d'avant, et ce début de saison me rassure pas totalement, parce que quand on va jouer contre des grosses équipes, je sais pas, du Liverpool, du Manchester City, du Milan, du peu importe, tout ce que tu veux, voilà, j'espère que ça ira, mais voilà, ma petite crainte, moi, elle se situe à ce niveau-là. Mousse, sur l'alignement défensif et sur les petits mouvements de panique, parce qu'on va pas non plus exagérer la performance de FC Nantes, hein. Il y a eu deux situations, sinon Paris n'a pas été inquiété du match, hein. Oui, c'est aussi parce que au milieu on a fait le job et que à la perte du ballon on les a pas laissés respirer. On a tout de suite essayé de récupérer le ballon. Donc ils ont eu effectivement il y a eu une occasion de Blas. Ils se sont approchés 2-3 fois, mais finalement c'était pas très très dangereux parce qu'encore une fois le travail en amont il avait été fait. Je trouvais que la défense elle a été plutôt rassurante comparée à ce qu'on avait vu évidemment lors de la tournée au Japon. C'est un peu plus rassurant. Évidemment, Cédric, il y a aussi le fait, et tu l'as dit, que c'est un système qui travaille depuis très peu de temps. Ouais. Ça fait des années que Paris joue avec une défense à 4 et d'ailleurs souvent 4-3-3 comme le disait tout à l'heure Yacine. Donc il y a forcément un temps d'adaptation. Il y a aussi eu l'absence de Ramos toute la saison dernière, ce qui n'a pas permis d'avoir toute la complicité entre les trois. Donc voilà, moi je pense que ça ira mieux au fur et à mesure des matchs.
Galtier a confirmé que de toute façon, il jouerait que dans ce système-là. Alors peut-être que dans certains matchs, en fonction de l'adversaire, peut-être qu'il y aura peut-être des changements de système pendant le match. En tout cas, on est parti pour jouer là. Et Marquinhos, c'est vrai, il a peut-être quelques moments un peu plus difficiles en ce moment, mais ça reste quand même un excellent défenseur. Je suis pas trop inquiet à l'avenir, ça va se régler tout ça. Et je suis assez d'accord aussi avec toi sur l'apport de Ramos, ce qu'il dégage sur le terrain, le comportement. Voilà, parfois il replaçait les joueurs, il communique énormément. T'as l'impression carrément que c'est le capitaine. Donc non, moi je suis très content de revoir Ramos à ce niveau-là. J'espère qu'il n'aura pas de pépin de physique tout au long de l'année. S'il arrive à faire une saison complète, franchement, ça serait top. Et quant à Kimpembe, moi j'ai trouvé plutôt sérieux. J'étais un des seuls à le défendre malgré les gros yeux de Yacine, qui va m'expliquer encore qu'il n'a pas fait un très bon match pour la 3e fois consécutive. Donc voilà. Par contre, vu que Koundé a signé à Barcelone, et que Chelsea cherche toujours un défenseur central, donc je ne sais pas, pareil, un peu comme Sarabia, je ne sais pas ce qu'il en est de l'avenir de Kimpembe. Moi, je pense qu'avec du travail et l'enchaînement des matchs, ça ira de mieux en mieux. Il y a aussi le fait de ce que disait aussi, et j'arrête là, Yacine, sur le fait que parfois Marquinhos aussi monte plus milieu défensif avec un des deux milieux qui redescend. C'est peut-être aussi pour ce qu'a demandé Galtier pour éviter ce qui s'était passé lors de la tournée au Japon. Je sais pas, ou peut-être que c'est les joueurs entre eux qui ont essayé de mettre ça en place. On verra ça lors des prochains matchs. Mais je suis un peu moins inquiet après ce match-là, on va dire. Yacine, sur l'animation défensive et sur ce que disent Cédric et Mousse depuis tout à l'heure, qu'est-ce que tu as souligné, toi, en particulier? En fait, le truc, c'est que déjà, les 3 offensifs, premier rideau, ils ont, encore une fois, qu'on soit bien précis, on leur demande pas de défendre, de tacler, mais d'empêcher l'équipe adverse de jouer vite. Donc, ils l'ont plutôt fait, d'où la remarque de Comboiré à Neymar. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les deux milieux, je trouve qu'ils ont été intéressants dans leur positionnement. Encore une fois, j'ai regardé le match ce matin et c'est vrai que parfois, quand Verratti sort, Vitinha vient vite dans le dos de Verratti pour être pratiquement comme un 6. Il y a plutôt une cohérence là aussi dans le positionnement, à savoir qu'il n'y a pas de joueur qui s'oublie. Donc là aussi, on avance. Et puis la troisième chose, c'est cette ligne de 5, parce que en fait, il y a eu 2 phases dans le PSG. Il y a la phase où ils sont là-haut et ils continuent à jouer, à presser. Et donc Hakimi est très haut. Et là, par exemple, sur ce match hier, il y a Ramos qui a beaucoup défendu en avançant et qui a intercepté énormément de ballons dans le dos d'Hakimi, ce qui n'était pas le cas au Japon. On avait dit qu'on avait un doute et tout. Alors pour l'instant, en tout cas, il y a eu un moment où justement la profondeur a été prise par Nantes et elle a été mal gérée, c'est sur le centre de Blas. Et je pense que ça va être là le problème. Mais par contre, quand les équipes essayent de jouer au sol, oui, Ramos, voilà, il sait encore défendre en avançant, il est solide dans les duels, il a récupéré des ballons. Donc il a aussi, voilà, c'est quelqu'un qui anticipe beaucoup aussi, de par son expérience. Voilà, donc le seul moment en fait où aujourd'hui on a un doute, c'est dans la profondeur. J'avais dit que moi j'inverserais Ramos et Marquinhos. Là on en vient au deuxième point, c'est que je l'avais dit dans le podcast précédent en disant je comprends aussi qu'il laisse Marquinhos là pour cette idée de numéro 6. Et pour répondre à Mousse, moi je pense réellement que c'est une consigne parce que il y avait vraiment quelque chose qui se passait entre Marquinhos et Verratti. Et je peux pas croire que les joueurs aient pris l'initiative de se dire on fait comme ça. Alors c'est vrai Yacine que j'ai constaté, mais je crois que c'était plus en première mi-temps peut-être que c'est vrai que parfois défensivement Marco Verratti c'était quasiment le premier défenseur quoi, tu vois. C'est lui qui relançait de très très bas, c'est Donnarumma jouait sur Verratti, mais Verratti venait chercher le ballon dans les 16 mètres quoi en fait. Et c'est vrai que moi ça m'a un peu surpris, mais comme moi je n'ai pas ton œil Yacine, j'avais pas vu que Marquinhos s'était remonté un peu plus. Yacine, il regarde les matchs et les analyse en instantané. Mousse, c'est pas coach Yacine pour rien. Hein. Attends, la minute tactique, c'est voilà, il voit le match. D'ailleurs, si tu peux, Yacine, je lance l'invitation. Si on peut avoir une minute coach sur ce match, ça serait incroyable. Je voulais faire une surprise, mais évidemment, c'est prévu en tout cas sur la. Tu vas faire plaisir aux abonnés de la chaîne YouTube de Paris United et ceux qui nous suivent parce qu'ils raffolent de tes vidéos tactiques. En fait, pourquoi Parce qu'en fait, ça permet d'avoir une base en fait de. Déjà, déjà, c'est le premier match officiel. Il y a eu des choses intéressantes.
par rapport à la saison dernière. Et en plus, ça permet d'avoir une première base. Comme on a dit, on va faire les matchs de Ligue des Champions en général et les matchs de championnat importants. Donc là, ça va permettre de partir de. Voilà, on a vu ça aujourd'hui, on verra sur les prochains matchs. Mais voilà. Donc je termine. Et en fait, le truc, c'est que je pense qu'il y a cette recherche, voilà, de se dire Verratti il vient très bas parce qu'il a cette qualité. Et à ce moment-là, Marquinhos prend le rôle de Verratti un peu plus haut pour pas déséquilibrer l'équipe. Mais il y a eu aussi des phases où on a vu pratiquement 4 défenseurs, à savoir Ramos à droite, Kimpembe à gauche et Verratti, Marquinhos côte à côte pour attirer justement les Nantais. C'est pour ça que je dis qu'il y a une vraie recherche. Est-ce que c'est viable sur la durée? Je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a cette idée. Et dans le positionnement, on a vu beaucoup Verratti venir, compenser sur. Quand il y avait l'action à droite, il venait fermer avec les joueurs à droite. Quand il y avait l'action à gauche, il venait fermer à gauche. Je crois que Verratti, il a un vrai rôle clé aujourd'hui dans cette équipe et dans ce système-là. Moi, le seul truc qui me pose problème, en fait, c'est. Et hier, moi, j'ai trouvé. Alors, Marquinhos, pas exceptionnel, mais meilleur que les matchs au Japon. Et Kimpembe aussi. Je pense qu'il y a vraiment. La clé, elle va être dans cette façon de défendre ensemble en avançant et qu'il n'y en ait pas un qui se perd en se disant je vais gérer la profondeur pendant que les autres avancent parce que c'est là que tu vas te retrouver en difficulté. Et l'action du centre de Blas et l'action aussi où Blas frappe, en fait, c'est ça le problème. C'est que en fait, tu n'es plus aligné. Il n'y a plus de cohérence et en fait, il y a des joueurs qui vont au pressing et des joueurs qui viennent reculer. Et ça va être la clé. Moi, je pense que. C'est compliqué de dire ça, mais presque bêtement, il faut que cette équipe elle défende en avançant 9 fois sur 10. Voilà. Parce que c'est, je pense, dans ces gènes et parce que aussi, de toute façon, tu n'as pas les joueurs non plus pour reculer et subir ensemble. Comme même le faire Galtier sur certains matchs. Hein. Rappelez-vous le PSG Nice de Coupe de France où tu as ces 2 lignes de 4, bien compactes, bien devant la surface. Le PSG n'a pas ces qualités-là. Donc je pense qu'il va falloir travailler. C'est le Bayern qui joue un peu comme ça. La défense super haute, tu défends en avançant. Je pensais surtout à l'époque où il y avait Boateng, etc. Ouais, c'est ce que tu dis, ça me rappelle vraiment ce que met en place le Bayern. Alors je sais plus, pas trop suivi ces derniers temps s'il joue encore comme ça, mais c'est comme ça. Mais c'est vrai qu'il y a. En fait, il faut que tu évites aux 3 de devant de faire des grandes courses de replacement ou, s'ils ne les font pas, de te retrouver en fait à 7 joueurs défensifs coupés des 3 autres. Et Galtier l'a dit aussi dans son interview quand il parle de bloc équipe et d'équilibre et quand il salue le travail des joueurs de devant. En fait, c'est ça aussi qu'il dit. C'est qu'on ne peut pas être une équipe coupée en deux en disant, il l'a dit, je crois, coupée en deux d'ailleurs, en disant il y a 7 joueurs qui vont qui vont penser à défendre et les 3 de devant, vous ne faites pas de travail, c'est pas possible. Alors contre Nantes, oui, peut-être, mais pas quand tu vas te retrouver dans les gros matchs de Ligue des Champions. Effectivement. Une petite stat sur ce que vous parlez du match de Verratti, les stats de passe des 4 milieux parisiens qui sont succédés hier soir face à Nantes. Verratti, et t'en parlais un peu tout à l'heure, Cédric, Verratti, 75 passes réussies sur 83, Vitinha, 43 sur 43, effectivement 100% de passes réussies pour l'ami Vitinha, la recrue en provenance du FC Porto, Danilo, 19 sur 19 et Paredes, 16 sur 16, soit en cumulé 153 passes réussies sur 161. Donc c'est quand même intéressant parce qu'il y a eu quand même pas mal de passes qui étaient destinées à casser une ligne ou à toucher les pistons. Ou, voilà, c'était pas des passes à la Gueye pour jouer avec son 6 à côté. Mais, tu vois, justement, on n'a pas assez insisté vite fait là sur un truc, c'est que on en avait parlé dans le podcast précédent sur le 3e match amical. Il y a vraiment une volonté, alors à la récupération du ballon, mais même quand ils repartent de bas, de chercher très vite dans les interlignes Messi et Neymar. Et d'éviter toutes ces passes inutiles qu'il y a eu pendant les dernières années, là où ça tourne Marquinhos, Kimpembe, Verratti, Marquinhos, et ça dure 3 minutes. Il y a cette volonté, et c'est pour ça que je disais tout à l'heure, quand il a fait descendre Verratti pour ouvrir le bloc nantais, on sentait cette volonté de dire, ok, on cherche là, 1 ou 2 passes, comme l'a dit Mousse avec Donnarumma, des fois qui cherchait quand même Verratti. Mais par contre, après, la passe de Verratti, c'était des passes sur 20-30 mètres de profondeur pour vite trouver les autres, et après, on a même vu Messi faire contrôle et chercher Neymar dans la profondeur. Cette volonté d'aller vers l'avant qui caractérise aussi le foot de Galtier, que ce soit à Lille ou à Nice, dans les phases de transition. Je trouve qu'on l'a depuis 2 matchs. Et ça aussi, c'est important parce que le PSG a beaucoup ronronné dans les matchs à faire des passes un peu qu'on appellerait inutiles. Et là, il y a cette volonté d'aller faire mal à chaque fois.
Et je crois que ça va être aussi une des marques de fabrique de ce PSG, et encore plus quand il y aura Mbappé, quoi. Moi, j'ai une petite question là-dessus. Vas-y. Non, je voulais juste lancer Cédric sur un peu sur justement le fait de rechercher rapidement Messi Neymar et aussi le rôle des pistons, hein, Cédric, parce qu'on n'en a pas trop parlé. Je sais que j'irai voir dessus parce qu'il voulait en parler effectivement. C'est vrai que alors peut-être on a peut-être un peu moins vu Nuno Mendes hier, même s'il a été recherché quand même, on l'a vu faire quelques centres. Mais Hakimi a été un peu plus recherché qu'habituellement. Je l'ai trouvé en tout cas. Ouais, bah, en fait, c'est de par le dispositif. C'est pour ça que dans tous les podcasts, et à chaque fois qu'on a parlé du dispositif, on disait que par rapport aux joueurs qu'on avait recrutés, quand tu recrutes Hakimi et Mendes, tu te dois de jouer de toute façon comme ça, puisque ce sont des pistons et c'est leur rôle. Donc c'est vrai que là, de les mettre dans le bon dispositif, bah forcément, tu les vois plus, tu as plus d'occasions, il y a plus de pressing. Il y a plus de vitesse sur les ailes, c'est beaucoup plus intéressant. Il y a aussi un autre facteur, c'est le départ de Di Maria. Parce que Di Maria, il jouait sur le côté aussi avec Hakimi, et c'était souvent du Di Maria Messi. Et on a vu quelques fois qu'on oubliait Hakimi, qui lui faisait des appels, et en vain. Donc là, c'est vrai que voilà, il y a plein de facteurs qui font qu'on joue plus sur les ailes, un peu plus sur le côté d'Hakimi, c'est ce que je disais tout à l'heure. Donc il va falloir quand même un peu équilibrer tout ça. Mais c'est hyper c'est un apport offensif qui est non négligeable. Après, sur les performances des deux, je trouve que Hakimi a été beaucoup plus offensif. Et il va falloir faire attention sur le côté défensif. Et inversement, Mendes, j'ai trouvé beaucoup plus défensif et très appliqué au niveau du repli, et peut-être un peu moins offensif dans ses actions. Après, il faut dire aussi que le système de Nantes était en 3-5-2, on va dire, avec aussi des joueurs en piston. Donc peut-être c'était aussi pour combler un peu. Il y en a un qui est un des pistons parisiens qui est un peu plus offensif que Hakimi, côté droit, qui avait peut-être un peu plus de liberté, on va dire, pour contre-attaquer. Voilà. Je pense que c'était un peu aussi la règle. Mais même si on a vu quand même Nuno Mendes attaquer quelques fois, il y a un centre en première période, je disais tout à l'heure, où Neymar le lance en une passe en extérieur, je crois. Exactement, ouais. Et où il est pas loin de trouver Sarabia au centre. Mousse, tu voulais poser une question juste avant ou tu veux parler des latéraux? Non, on va rester sur latéraux, puis après, je voulais juste apporter je voulais juste poser une question à Yacine. Sur les latéraux, évidemment, on a tous constaté qu'effectivement, Hakimi a reçu beaucoup plus de ballons que peut-être lors des trois derniers matchs au Japon, et peut-être même lors de toute la saison dernière. D'ailleurs, même en première mi-temps, parfois, il a semblé être surpris d'être décalé. Donc, parfois, tu vois, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, Yacine, dans le timing, parfois, tu as l'impression qu'il y allait, mais il était un peu surpris. Et puis il a eu une belle occasion de but dans la surface. Mais moi, c'était surtout sur Nuno Mendes, parce que globalement, pas uniquement sur le match d'hier. C'est vrai qu'on l'a peut-être un peu moins vu hier, mais je trouve que pour son jeune âge, c'est un mec qui prend des initiatives. En fait, il a pas peur parfois de prendre le ballon, d'aller le long de la ligne, essayer de faire une percée, ou même faire une percée, essayer de marquer. Et moi, j'aime bien son attitude, parce que c'est un jeune joueur, il pourrait être impressionné par les joueurs qu'il a autour de lui. Je sais pas si tu te rappelles, Yacine, on parlait souvent de Baker, qui n'osait pas même faire l'appel, parce qu'il avait peut-être peur de la réaction, ou 6 fois à une passe, etc. Et tu as l'impression que c'est pas du tout l'état d'esprit de Nuno Mendes. Lui, s'il pense qu'il a une ouverture, il va y aller, il va pas se poser de questions. Après, j'ai bien aimé aussi l'entrée de Bernat, parce que je trouve qu'offensivement, Bernat, il est plus précis. Alors, il a un peu plus d'expérience, il est un peu moins foufou que Nuno Mendes. Mais c'est vrai que ça fait plaisir d'avoir deux latéraux gauche de la même, quasiment du même niveau, parce que Bernat, il a l'expérience en plus, mais il a fait une bonne entrée. Et même Mukele, qui est rentré, je crois, 20 minutes, il fait déjà un premier tacle le long de la touche, où il met un ballon en touche avec beaucoup de puissance. Tu sens que le gars, il veut s'affirmer d'entrée. Et je trouve que Mukele ici, il va apporter quelque chose de très intéressant. Peut-être le côté défensif un peu plus puissant et rugueux qu'Achraf Hakimi. Je pense que voilà, il sera peut-être un peu plus dur à passer qu'Achraf Hakimi. C'est une belle bête, Mukele. Donc voilà, j'ai bien aimé aussi ces 20 minutes. Donc voilà, en général, sur les latéraux, une fois que le système il sera bien digéré, leur position de piston, je pense que ça peut faire très mal. J'aimerais qu'Hakimi l'accélère un peu plus. Voilà, je trouve encore qu'on le voit pas assez dans ce qu'on aime voir de lui, dans les qualités qu'il a. J'espère qu'on le verra un peu plus là dans les prochains matchs, même si hier, effectivement, on l'a vu dans des situations très intéressantes. Mukele est rentré, il a joué 12 minutes, Mukele. Peut-être
pression d'en jouer 20, mais il est rentré à la 78e minute à la place d'Achraf Hakimi. Et il y avait eu les premiers changements à la 68e minute avec Danilo Bernat. 78e, Paredes et Mukele et Kalimundo qui a joué les 6 dernières minutes de ce match. Yacine, est-ce que tu as un mot à rajouter sur les Pistons? Ce sera le dernier mot sur le match avant qu'on passe au mercato. Je ne sais pas si tu as quelque chose à rajouter. Non, moi je continue de penser que Hakimi, en fait, il est trop haut, trop tôt. Je pense qu'il a besoin d'espace et il devrait peut-être être un tout petit peu plus bas ou attendre le bon moment en fait pour faire ses appels. Parce que quand il est trop haut, trop tôt, en fait, ce que disait Mousse, en fait, ça rejoint ce que disait Mousse, c'est-à-dire qu'il manque de vitesse, mais en fait, il manque pas de vitesse. Il manque de vitesse parce qu'il est déjà trop haut et il est presque arrêté. Et je sais pas si vous avez vu, mais en fait, on l'avait déjà remarqué aussi avec Nuno Mendes, mais par exemple, Nuno Mendes, il est capable de faire des départs arrêtés sur 5 mètres, c'est exceptionnel. Il a une puissance. Il arrête le ballon, il se met face au joueur, d'un coup, il pousse. Et là, il laisse le joueur 2 mètres derrière lui, c'est de la folie. Et donc, Hakimi n'a pas cette qualité-là. Hakimi, c'est plus un joueur quand il est lancé. Et je pense qu'il y a un réglage à trouver parce que les quelques fois, justement, où il arrive lancé un peu dans le dos de la défense, au moment où Sarabia rentre, cette coordination un peu entre Sarabia et lui, il est beaucoup plus intéressant. Donc je pense qu'il y a un réglage à trouver. Et puis, pour finir sur Mendes, je pense aussi que il a comment dire, il a on en avait parlé l'année dernière, mais en fait, et là je rejoins Mousse, il s'en fout. Et l'année dernière, dès les premiers matchs, j'en avais parlé dans un podcast, parce que je me rappelle même de la scène et tout, avec Neymar, il donne pas un ballon à Neymar, et Neymar lui fait la remarque, il en a rien à foutre. Voilà. Il le calcule même pas. Et en fait, alors, tu peux te dire, ouais, bon, à un moment donné, mais c'est aussi une force de caractère. C'est ok, mais moi je considère que le jeu à ce moment-là, c'est ça. Je peux écouter ta remarque, il n'y a pas de problème. Mais par contre, ça va pas me traumatiser, quoi. Neymar, pas Neymar, voilà. Et je trouve que c'est vrai qu'il a cette qualité-là. Maintenant, sur Bernat, pour finir là-dessus, on l'a dit la semaine dernière. Moi, je trouve que voilà, Bernat, s'il retrouve son potentiel athlétique, parce que c'est la base, bien sûr que c'est une vraie alternative. Et tu peux démarrer avec l'un et finir avec l'autre, faire l'inverse. Parce que Bernat, oui, il a des déplacements qui sont beaucoup plus intelligents, beaucoup plus réfléchis. Il est plus lucide dans le dernier geste. Tu vois, par exemple, le centre le centre de Mendes sur Sarabia, super, avec un peu de lucidité, Bernat, il te met le ballon sur Sarabia. Tu vois, là, Mendes, il a le temps d'avance et il se précipite, tu vois, il est un peu en bout de course et il met le ballon fort devant le but, un peu sans réfléchir. Après, Neymar lui reproche d'ailleurs. il utilise la bonne surface de pied parce qu'il la met pas en hauteur, à mi-hauteur, il la met sur. Et quand tu regardes, en fait, elle est un peu trop forte, mais sinon, c'est quand même le bon geste, on va dire. C'est le bon geste, mais en fait, si tu regardes, il est un peu loin du ballon au moment où il centre parce qu'il veut le faire tout de suite. Tu vois, voilà. Et le geste est bon, mais il est trop loin de Sarabia parce que justement, il est un petit peu trop loin, lui, du ballon. Donc, c'est un dosage. Hein. Mais tu vois, par exemple, Bernat, je pense que, moi, c'est mon avis, mais par exemple, Bernat, il t'aurait fait cette petite touche pour se remettre dans la course et mettre le ballon fort devant le but. Tu vois, il avait aussi la possibilité, Mendes, de la remettre à Neymar, parce qu'en fait, Neymar, quand il le lance, en fait, ce qu'il cherche, c'est que Mendes rejoue sur lui, parce qu'il se remet un tout petit peu en retrait, Neymar. Et d'ailleurs, il lui reproche. Ouais. Et c'est là où je te dis, Mendes, il s'en fout. Parce que Mendes, il est lancé, il voit au deuxième poteau arriver Sarabia. Pour lui, le jeu, il est là. Exactement. Et il semble que Neymar lui fait un peu la réflexion. Bon, rien de méchant, tu vois. Mais dans l'esprit, et moi, je pense plutôt que Bernat, à sa place, il devrait peut-être rejouer sur Neymar. Parce il a l'habitude de faire ça aussi avec Mbappé, Bernat, quand il joue sur le côté gauche. Ouais. Non, mais en fait, ce que je voulais dire surtout, c'est que Bernat, il aurait fait ce contrôle pour se donner le temps de choisir. Pour être sûr qu'elle arrive bien dans le bon timing avec Sarabia. D'ailleurs, après pour finir juste sur les couloirs, vraiment, dans ce système-là, avec Messi, Neymar à l'intérieur du jeu, etc., quand on aura trouvé les bons réglages et les habitudes aussi, parce que finalement, tu l'as jamais fait l'année dernière, donc ça demande aussi du temps. Honnêtement, il peut se passer des choses vraiment intéressantes. Je ne sais pas si vous avez vu, il y a aussi une petite discussion entre Neymar et Vitinha. C'est en première période où Vitinha a le ballon et il peut lancer Neymar en profondeur. Il est tout seul, il y a l'espace entre deux défenseurs nantais. Et Vitinha prend le temps au final et repasse par derrière pour contrôle et temporise un peu. Et Neymar lui dit, mais tu dois me la mettre directement en première intention en profondeur. Mais c'est celle-là que je disais, les gens ils sont restés là-dessus sur Vitinha. Et les critiques, vous regarderez, les critiques qui ont été émises sur Vitinha, en fait, tout est autour de cette passe-là.
Comme s'il y avait eu que ça. Genre, en gros, il n'a pas pris de risque. Et c'est vrai que je l'ai revu l'action ce matin. Franchement, il y a vraiment la place pour lui donner. C'est un truc de fou. Ouais. Mais voilà, après, ça arrive. Qu'est-ce que tu enfin... Oui, ouais, bien sûr. Là, on va parler d'autres milieux de terrain qui voilà, n'auraient pas fait cette passe, ils n'auraient pas eu l'idée. On a terminé sur le. Ah, je suis dur sur Idrissa Gueye, mais c'est de bonne guerre. C'est pas contre l'homme, hein, vraiment, mais voilà, je suis toujours un peu taquin avec Idrissa Gueye. On a été complet sur le match, donc victoire 4-0 du Paris Saint-Germain face à Nantes. Et donc 11e trophée des champions remporté par le club de la capitale. Et pour la suite du calendrier du Paris Saint-Germain, pour le mois d'août, avec la reprise de la Ligue 1 le week-end prochain, le 6 août prochain, ça sera Clermont, à Clermont, au stade Gaston-Gérard. Oui, c'est ça, stade Gaston-Gérard, 21h. Et puis, il y aura donc 3 déplacements et 2 réceptions au mois d'août. Après Clermont, il y aura la réception de Montpellier, déplacement à Lille, réception de Monaco et déplacement à Toulouse. Donc, un petit programme sympa pour le mois d'août avant d'entamer la Ligue des Champions qui démarrera très tôt en septembre, du fait de la Coupe du Monde en fin de saison avec un calendrier très resserré. Terminons, comme je vous l'avais promis, sur notre partie mercato. On fait toujours un peu le point quand on fait ce podcast, le podcast de l'Orge Capital. Et ce mercato dont on va parler aujourd'hui, cette partie mercato, sera plutôt sur les départs. Parce qu'il y a du mouvement, ça s'accélère sur les joueurs qui doivent quitter la capitale, notamment Idrissa Gueye, qui se rapproche de son ancien club d'Everton. Selon les informations du Times, Everton accélère pour finaliser le transfert de son ancien milieu de terrain. 3 ans après son départ du Paris Saint-Germain contre 30 millions d'euros, Franck Lampard, l'entraîneur des Toffees, pousse pour recruter l'international sénégalais à qui il ne reste plus qu'un an de contrat. Les derniers détails seront discutés cette semaine, mais donc le club anglais espère boucler le transfert cette semaine et il est plutôt optimiste, le club anglais, pour récupérer le joueur. Il y a Wijnaldum aussi qui lui aussi a trouvé preneur. Il devrait prendre la direction de l'AS Roma dans le cadre d'un prêt avec option d'achat. Donc ça allégerait le milieu de terrain et le souhait de Christophe Galtier de se séparer de plusieurs éléments. Et on parlera après de Thilo Kehrer. Mais déjà, Cédric, sur le mercato que tu vois depuis le début du mercato, depuis le début de l'été, sur les différents départs, sur les différentes arrivées, est-ce qu'il te paraît pour l'instant cohérent, ce mercato? La première chose, déjà, c'est qu'on n'est plus une vache à lait. Donc Campos, il a dit, quand on lui propose des chiffres trop hauts, il dit non, c'est pas ce prix-là, on va négocier, mais il est hors de question qu'on paye trop cher. Déjà, c'est un premier changement. Après, sur les départs, si on arrive vraiment à faire partir, on parle aussi de Kurzawa, je crois, Nice, 2-3 trucs comme ça, Kehrer à Séville. Franchement, s'il arrive à alléger avec ces joueurs-là, bravo, parce qu'on cherche quand même à s'en débarrasser depuis un petit moment. La différence aussi, c'était cette espèce de camp des exclus, où il prend des joueurs, on compte pas sur vous, vous entraînez à part. Il y a beaucoup de choses qui sont mises en place. Sur les arrivées, moi je suis plutôt content. Vitinha et Ekitike, c'est bien, c'est sur l'avenir en plus. Moi, il y a un joueur dont on a parlé depuis un petit moment qui s'appelle Skriniar. Apparemment, la piste se refroidit. Je trouve que c'est dommage. S'il y a un joueur sur lequel moi j'aurais posé les 65-70 s'il fallait le faire, je l'aurais fait sans aucun problème sur ce joueur-là. Pourquoi? Parce qu'au-delà d'être un excellent défenseur et l'un des meilleurs défenseurs au monde pour ma part, c'est quelqu'un qui a énormément de caractère et qui a du vice. Et tu vois, c'est quelqu'un dans le caractère et dans le vice qui me fait penser à un Thiago Motta qu'on avait au milieu de terrain, et c'est ce qui nous manque au PSG. Et il nous faut des mecs comme ça, des mecs un peu moins gentils et qui n'ont pas peur de mettre un coup et qui rentrent dans l'art. Et je trouve que voilà, c'est ce qui nous manque, nous, à l'heure actuelle, peut-être dans notre équipe. Donc voilà, il y a un autre mec qui a du caractère aussi, qui s'appelle Renato Sanchez, qui a un caractère bien trempé, qui ferait du bien aussi au milieu de terrain. Donc voilà, moi ce que j'aimerais à l'heure actuelle, les 2 premiers transferts sont intéressants, mais j'aimerais qu'on ait 2 mecs avec beaucoup de caractère. Alors, Skriniar, apparemment, alors t'as raison, ça s'est refroidi un peu ces derniers temps, mais la piste n'est pas totalement oubliée, les discussions vont se poursuivre, mais c'est vrai que l'Inter, en fait, s'est fait doubler sur Bremer, le défenseur qui a la Juve, pour compenser Mathis de Ligt, ce jeu de chaise musicale entre les différents clubs, et du coup l'Inter s'est retrouvé un peu bloqué à dire mais c'était lui qu'on voulait pour remplacer Skriniar, et donc si vous le voulez, il va falloir augmenter l'offre parce que vraiment on en a besoin. Surtout que eux aussi, l'Inter, depuis plusieurs années, joue avec une défense à 3 et donc dans ce schéma-là, Skriniar est un des meilleurs défenseurs. Tout est positif parce qu'en plus, il amènerait ce côté. Voilà, moi, je sais jouer dans une défense à 3, donc le positionnement, recadrer les mecs, redescend, remonte. Tout est positif dans ce transfert. Donc vraiment, après. Il reste encore un mois. Peut-être que ça va bouger parce que pareil, si Skriniar arrive, quid de Kimpembe qui pourrait se dire que ça va être bouché, etc. Donc
on verra comment ça évolue. Mais On n'a pas parlé aussi de Diallo, mais Diallo, il y avait pas mal de touches aussi avec Milan, il me semble. alors ça a été, il a été un moment associé à Naples, mais Naples a recruté défenseur sud-coréen pendant de Fenerbahçe. Le Milan, ça a été des pistes au début, mais c'est un peu refroidi. Donc pour l'instant, Abdou Diallo, pas trop de courtisans. Je sais pas si Mousse, tu as eu quelques infos sur Abdou Diallo. Non. Non. De toute façon, je vois rien filtrer même dans la presse. Donc voilà, pour l'instant, Abdou Diallo, ça bouge pas. Mais par contre, Mousse, toi, tu peux me donner quelques informations sur Idrissa Gueye. J'en parlais, les deux camps se rapprochent pour un transfert à Everton, son ancien club. Qu'en est-il? Est-ce que tu as pu discuter avec son entourage? Ouais, j'ai eu quelques infos là-dessus. J'avais déjà contacté un peu son entourage lors de la rumeur à Galatasaray. Il m'avait confirmé que c'était totalement infondé et que même si Galatasaray venait au renseignement, ça n'intéressait pas du tout Gana Gueye. Donc cette piste a été vite mise de côté. Et puis quand la piste Everton est arrivée, je me suis dit, bon, c'est peut-être un peu du mytho, c'est toujours facile de renvoyer un joueur dans son ex-club. Donc, ensuite, après, il y a des journalistes sérieux qui en ont parlé, donc ça s'est avéré. Donc, pareil, j'ai reposé la question. Effectivement, il m'a confirmé que Everton était venu aux nouvelles. C'était il y a 2-3 jours quand j'ai parlé avec lui et il m'a dit, écoute, pour l'instant, il n'est pas fermé, mais il réfléchit quand même parce qu'il est dans sa dernière saison et que c'est normal, arrivé à son âge, il faut que tu penses à ton avenir. Le prochain contrat qu'il aura, ce sera sans doute le dernier. Comme tous les joueurs, ils pensent un peu à l'avenir, etc. Donc ça, c'est tout à fait normal. Donc en fait, l'idée, c'est quoi? C'est de voir ce que va proposer Everton. Alors Idrissa, je crois qu'il a 32-33. Vous me confirmerez si vous avez le temps de vérifier. Lui, je pense que ce qu'il cherche, c'est 32 ans. Voilà. Donc je pense qu'il partirait à Everton s'il a au minimum 2 ans, voire 3, pour être sûr quand même de partir sur un dernier contrat, on va dire entre guillemets longue durée. Everton, c'est un bon club de première ligue. Ils ont des moyens. Je pense qu'au niveau du salaire, ils peuvent s'aligner sur ce qu'il a aujourd'hui au PSG. Et je pense que dans l'idée de Gueye, c'est évidemment d'essayer de garder le même salaire. Et il sera prêt à partir dans ces conditions-là, c'est-à-dire un contrat conséquent, 2 ans avec une année en option ou 3 ans directement. On touche pas au salaire. Et à partir de là, je pense qu'il y a une vraie possibilité pour lui de rejoindre Everton, parce que c'est plus facile de rejoindre un club que tu connais déjà, les installations, sans doute peut-être quelques coéquipiers, même si ça fait longtemps qu'il est parti. Et puis la vie là-bas aussi, tu vois. Donc ouais, c'est faisable, c'est jouable. Ça dépendra de ce que proposera Everton. Évidemment, il n'est pas question d'un prêt. Il est dans sa dernière année de contrat, donc le 1er janvier, il est libre de signer où il veut. Donc la situation, elle est claire. C'est soit il honore sa dernière saison au PSG et en janvier, il signe libre à Everton ou ailleurs, ou bien le PSG le cède à Everton, il signe un contrat, il part et tout le monde est content. Voilà. Autre joueur qui est sur le départ du côté du Paris Saint-Germain, c'est Thilo Kehrer, qui n'était pas forcément dans la liste, enfin qui n'était pas d'ailleurs dans la liste des lofters, qui a fait partie du stage de pré-saison au Japon, mais qui pourrait également partir pour rejoindre le championnat espagnol. Selon les informations du média spécialisé Estadio Deportivo, Séville est plutôt optimiste dans ce dossier, espère conclure le deal dans les prochains jours. Le directeur sportif Monchi avait d'ailleurs déjà tenté de le recruter il y a 2 saisons et donc le connaît plutôt bien. Et le dirigeant espagnol est aussi conscient que le défenseur est indésirable du côté du PSG et que les négociations seront donc plus faciles, aussi bien avec le club qu'avec le joueur à qui il reste seulement 1 an de contrat. On rappelle que Kehrer avait été acheté pour plus de 37 millions d'euros en 2018, 25 ans, mais qui pourrait partir du coup aux alentours de 15-20 millions d'euros. Et de son côté, Kehrer aurait déjà dit oui, il serait très favorable à un départ du côté de Séville. Il aurait même déjà donné donc son accord au club et il estime que Séville est le club parfait pour se relancer à quelques mois de la Coupe du Monde au Qatar, qu'il souhaite évidemment disputer dans la peau d'un titulaire du côté de la Mannschaft. Yacine, sur ce dossier, Thilo Kehrer, tu le regardais toi pour la rotation de la défense à 3 parce que il faut quand même des défenseurs centrales avec 3 défenseurs. Bon, il y a une Moukielé qui est arrivée pour le coup, mais qu'est-ce que t'en penses? Il est en train de me troller ou quoi? Il me Ouais, regarder j'allais dire une autre question. Je sais bien, mais tu sais bien que Je rigole. il faut que je garde mon côté sérieux. Si je rigole avant, ça sert à rien. Non, mais bien sûr que évidemment que je le vends. Et après, je comprends. En fait, ce mercato, il est très bizarre parce que malgré tout, Kehrer, c'est un international allemand. Donc il a une valeur. Mais en fait, le PSG est pas en position de force parce que c'est des joueurs dont ils veulent se débarrasser. Ils veulent un groupe restreint et on en a parlé souvent après le 1er septembre.
tu vas être obligé de les réintégrer. Donc, il n'y aura plus de groupe restreint et si ces joueurs ne sont pas partis, tu vas te les coltiner dans le groupe régulièrement. Donc, ouais, les clubs qui sont acheteurs, ils sont en position de force. Donc, ça va être un problème. Après, voilà, je pense que le PSG doit faire une croix sur cette idée de bien vendre. Ils doivent vendre. En fait, le but, tu vois, c'est un peu, ça fait 10 ans, 11 ans que le Qatar est là. C'est un peu, voilà, les erreurs qu'on a faites, il ne faut plus les refaire. Donc, les contrats, maintenant, il va falloir bien les négocier, bien acheter, etc. Arrêter de faire des contrats de 5 ans et de payer des folles sommes pour certains joueurs pour pas te retrouver avec sur le dos comme ça. Mais il faut vendre. Voilà. Donc, si, tu vois, pour caricaturer, on a entendu rapidement, alors c'est une rumeur, mais Draxler, 13 millions à Newcastle, bah oui. Ouais, ok, peut-être que vraiment le prix de Draxler, c'est peut-être 20. Et oui, aujourd'hui, à 13, tu fais partir Draxler, tu te sépares d'un salaire, alors qu'il n'est pas le plus gros, mais tu te sépares d'un salaire, tu récupères 13 et tu te sépares d'un joueur dont tu veux plus. Voilà, c'est tout. Tu vas être obligé de faire des compromis cette saison. Tu vas pas pouvoir vendre comme tu as envie. Voilà, ça c'est sûr. Maintenant, pour Kerrer, évidemment que si Séville veut l'accueillir, moi je veux bien aller passer 2 jours à Séville s'il faut l'emmener. Voilà, j'ai 2 jours, j'ai 48 heures de libre. mais voilà, de toute façon, il va falloir se séparer de ces joueurs parce que tu peux pas rester avec. C'est beaucoup. Et pour terminer sur le loft, alors Kerrer a intégré le loft au retour du Japon. Mais en fait, le loft, il est pas rempli juste parce que tant que le PSG recrute pas, tu es obligé de faire entraînement avec quand même un minimum de 23-24 joueurs. Tu peux pas t'entraîner à 12. Donc voilà, mais au fur et à mesure des recrues, tu vois, par exemple, demain, il y a un milieu de terrain qui arrive. Peut-être que Gay, il va aller dans le loft. Demain, il y a un attaquant qui arrive. Peut-être que Icardi va aller dans le loft. Tu vois, voilà, au fur et à mesure, ça se passera comme ça. Mais Paris doit dégraisser, c'est obligatoire. En tout cas, pour la bonne gestion du groupe, au quotidien sur la saison, il faut que ces joueurs partent. D'ailleurs, il y a Idriss Gueye, il était dans le groupe hier, mais il n'est pas rentré du tout. Il est resté sur le banc. Alors, je vais te lancer vous après, mais Cédric, on avait la mascotte du podcast avec nous et malheureusement, ton chat très mignon est parti. Comment il s'appelle? C'est Paulette. Ah, c'est Paulette, c'est elle en plus. Comment elle s'appelle? Ah, c'est elle. L'autre, il est là-bas. Ouais. En tout cas, elle est très très mignonne. Voilà. Ouais. Et j'ai vu qu'elle était intéressée par ce que disait Yacine et je voulais justement pas couper Yacine parce que donc elle aussi. Elle est venue que pour Yacine. Alors, elle a entendu Thilo Kerrer. C'est ça. Est-ce que tu penses qu'elle veut que Kerrer parte aussi alors? Tu peux répondre pour elle du coup. Non. Après, moi, je suis triste s'il part, Thilo Kerrer, parce que c'est quand même c'était mon petit bonhomme de Twitter. Tu vois, je parle toujours, je le mets toujours en avant. C'est mon pote, tu vois. J'ai l'impression on est un peu liés tous les deux. Je suis content s'il part. Ça va me faire plaisir. C'est bien. Mais tu vois, juste un peu. Kerrer, c'est ton Michel Baker pour Nico, quoi. Exactement. Juste un mot là-dessus. Faudra aller aux supporters du PSG. Faudra pas réécrire l'histoire si Kerrer réussit à Séville. Nous, on n'a jamais dit que Kerrer c'était un scandale, etc. C'est que au PSG, son aventure est finie. Et comme d'autres, ils partent, ils réussissent ailleurs, et des fois ils échouent. Faut pas réécrire les histoires en disant ah ouais mais vous avez vu Kerrer à Séville, si on l'avait, tu sais voilà, il a fait 5 ans. On peut pas inventer une histoire. Hein. T'as raison, mais c'est la vie d'un footballeur d'avoir des échecs et de rebondir ensuite. On condamne pas Kerrer, on sait très bien que c'est un bon joueur et c'est pas pour rien qu'il joue avec la Mannschaft avec Hansi Flick, c'est qu'il a un bon potentiel et d'ailleurs on l'a vu la saison dernière où il était quand même un peu mieux dans son état d'esprit et dans aussi sa capacité à jouer. Regarde Krikoviak. Après, ça a été, il est parti, il s'est remis, c'est très bien. Maintenant, il est Lokomotiv Moscou, voilà, ça. Ah, il est bien. Ouais, mais. Mousse. Ouais, non, je sais pas si Kerrer ira à Séville. Les médias sérieux en ont parlé, donc je pense qu'il y a un réel intérêt puisqu'ils viennent de perdre Koundé. Après, quand on connaît Monchi et sa façon de travailler, honnêtement, c'est pas étonnant. Parce que tout le monde va se dire mais pourquoi Séville va aller chercher Kerrer, un défenseur qui est fragile, qui est mauvais, qui s'est perdu à Paris, etc. Mais Yacine, il a très bien résumé la chose. C'est pas parce que tu foires à Paris que tu ne peux pas réussir. Et honnêtement, Monchi, en fait, il flaire le bon coup. C'est pas que forcément Paris est obligé de vendre. Enfin, si Paris est obligé de vendre, mais ils sont pas non plus à la gorge. Mais en tout cas, lui, il a compris que c'est un international allemand. Le joueur, je pense que de son côté, il a envie quand même de participer à la Coupe du Monde cet hiver. Il n'a pas envie de se faire chier au camp des loges ou ailleurs, tu vois. Donc, je pense que c'est dans son intérêt de partir. Et encore une fois, Séville, c'est typiquement le genre de club qui fait ce genre d'opération, qui relance des joueurs prometteurs qui n'ont pas réussi dans certains clubs et qui vont essayer de rapatrier pour
pour les faire briller. Ça va pas coûter très cher. C'est un joueur qui a joué malgré tout la Ligue des Champions ces 4 dernières années, pardon, et qui a une certaine expérience. Ça va un petit peu mieux en plus, en tout cas quand il est positionné dans son vrai poste, c'est-à-dire défenseur central et non pas latéral droit. Donc je pense qu'il y a un vrai coup à jouer pour Séville et ils prendront pas beaucoup de risques parce que voilà, Paris le cédera entre 10 et 15. C'est pas un prix exorbitant pour un international allemand. Et encore une fois, moi je suis persuadé que dans un groupe collectif avec la mentalité qu'a ce club du FC Séville et les valeurs que véhicule ce club, je pense qu'il peut très bien se fondre. Il y a pas d'énormes stars à Séville et ça c'est aussi un point important. Chacun joue pour les autres. C'est un beau collectif, c'est un beau club, la ville est magnifique. Ça joue les premiers rôles en Liga. Donc voilà, franchement, tout est réuni. Moi, honnêtement, si ça se fait d'abord je serais content pour lui. J'espère qu'il réussira là-bas, parce que honnêtement, même si nous, on a été dur, mais on a critiqué les erreurs qu'il a faites, etc. On n'a jamais insulté le joueur, contrairement à ce qu'il a subi le pauvre sur les réseaux. Et je trouvais que parfois ça tournait à l'acharnement. Évidemment, on était tous dégoûtés de sa mésaventure à Manchester et tout ce qui a découlé derrière. Mais ça, il méritait pas autant d'acharnement et autant de déferlement de haine sur Twitter. Donc, honnêtement, si ça se fait, je serais content pour lui. Il va atterrir dans un bon club avec un directeur sportif qui est très bienveillant quand on connaît la personnalité de Monchi. Et je suis sûr qu'il le remettra en confiance. J'ai pas de souci là-dessus. Si ça se fait, tant mieux. Tant mieux, je serais content pour lui. Information pour Georginio Wijnaldum. Donc, je disais en préambule sur la partie mercato, on se dirige vers un prêt avec obligation d'achat en fonction du nombre de matchs joués. Le prix de l'obligation serait d'un peu moins de 6 millions d'euros. Bon, c'est un joueur qui arrivait en fin de contrat, donc qui n'a pas coûté en transfert. Donc les 6 millions, un peu moins de 6 millions d'euros, c'est quand même très peu, non? Je ne sais pas ce que vous en pensez. Il arrive libre et l'idée du PSG, c'est peut-être de rembourser le salaire qu'il lui a filé et de laisser partir. Donc, il a 32 ans, Hugo, je crois, ou 31 ans. Mais on parle d'un international hollandais qui a été capitaine avec sa sélection, qui joue à Liverpool il y a 2 ans. Enfin, je sais pas, ça me paraît. Il a un énorme salaire, Hugo, et je pense qu'ils veulent vraiment. C'est pas tant récupérer l'argent parce qu'il n'a pas eu d'opération de transfert. C'est surtout le problème du PSG aujourd'hui, c'est d'économiser de la masse salariale. Et c'est pas tant de récupérer de l'argent, le fruit du transfert. C'est vraiment d'économiser la masse salariale. Et je pense que, je sais plus qui l'a dit, Yacine ou Cédric, à l'avenir, vraiment, ils vont faire très attention aux contrats qu'ils font signer, aux salaires qu'ils vont donner. Et c'est pour ça, tout à l'heure, tu disais, tu as été contradictoire, Cédric, tu parlais de Skriniar, et à un moment, tu dis le PSG ne veut plus surpayer, mais à côté de ça, tu dis oui, mais il faut mettre 60. Non, il faut pas mettre 70 millions sur Skriniar. Attends, après tu pourras répondre. On peut pas mettre 70 millions sur Skriniar. C'est un joueur qui a 27-28 ans. On ne sait pas ce que ça va donner au PSG. C'est un excellent défenseur, tout le monde est d'accord avec toi. Mais moi, je pense que pour le coup, c'est Paris qui est en position de force. L'Inter a vraiment besoin de faire rentrer de l'argent. Ils ont beaucoup de difficultés financières. Il y a Lukaku qui a. Et en plus, donc, évidemment que le temps joue pour Paris. Campos a raison de laisser faire traîner les choses. Et tu peux faire une belle affaire en fin de mercato si vraiment tu as besoin de Skriniar. Moi, je suis pas persuadé qu'aujourd'hui, on en ait vraiment besoin. Voilà, je suis pas sûr que ce soit la priorité. Voilà. Une défense à 3. Demain, tu connais un peu l'état de santé de Ramos. Bon, voilà. Tu fais comment? Je te dis pas qu'il faut pas qu'il vienne. Je te dis que moi, je mets pas 70 millions à tout prix sur Skriniar. Maintenant, à 50 millions, viens, mon pote, avec plaisir. Et là, et même 50 millions pour une année de contrat, honnêtement, c'est difficile à avaler, mais voilà, je suis pas contre ça. Moi, je pense du principe que tu as des joueurs sur lesquels tu peux pas mettre n'importe quoi et tu en as sur lesquels tu peux investir. Par exemple, quand tu mets 180 millions sur Mbappé, c'est un bon investissement. Oui, mais là, c'est pas pareil. Non, mais attends. Quand tu mets 42 millions sur Kerrer, ça les vaut. Tu ne les mets pas 42 millions sur Kerrer sur quelqu'un que tu connais pas. C'est pareil quand tu mets 40 patates, 50 patates sur Paredes. C'est pareil. Voilà. Là, tu fais des 40, des 40, des 40. Tu peux cumuler le nombre de 40 qu'on a fait sur des joueurs qui valent rien du tout. Je préfère mettre 60, 70 sur un top player qui rentre pile poil dans l'animation défensive que tu veux mettre et qui, en plus de ça, connaît par cœur ce rôle, qui va t'apporter quelque chose, qui a du caractère et qui, derrière, peut te faire passer un gap, plutôt que mettre des 40 millions par-ci, 40 millions par-là sur des pipes en bois qui te ramènent rien et que tu as du mal à vendre. Alors, je te réponds, je vais faire court. Quand tu parles des exemples de Kerrer, quand tu prends Kerrer à 42 millions,
évidemment que c'est une grosse bêtise. Sauf que quand tu prends Kerrer à 42 millions, il n'a pas le même vécu que Skriniar aujourd'hui. Donc, c'est complètement différent. C'est une grosse erreur, tu as raison. Mbappé, tu parlais des 180 millions, tu mets 180 millions sur un futur crack à 17 ans. C'est complètement différent. Aujourd'hui, on parle de Skriniar. Si tu veux que le PSG se fasse respecter sur le mercato, tu dois pas te lancer parce que c'est un excellent joueur Skriniar et mettre 70. Au contraire, si tu arrives, si tu tiens le coup et qu'à la fin, l'Inter est obligé de te le céder entre 45 et 50, tu auras gagné. Non seulement tu auras pris un bon joueur à un bon prix, et surtout tu auras envoyé un message à l'Europe. Là, c'est fini. On va plus surpayer des joueurs parce qu'on a plein d'argent. C'est là-dessus. Mais sinon, Skriniar, évidemment que c'est une bonne recrue et tu as raison. Si Ramos, on ne connaît pas vraiment ce qui va se passer physiquement, évidemment que Skriniar, c'est la très très bonne alternative. Et d'ailleurs, s'il vient, je ne suis pas sûr que Ramos continue. Quoi, tu vois. Donc là, tu dis si. Donc là, on émet l'hypothèse. Hein. Tu dis si en fin de mercato, on le récupère à 50 millions, on aura fait un bon. Ok, ça c'est le si de ton côté. Maintenant, moi, je vais te mettre mon si. Si à la fin du mercato, on le prend pas, que du coup, on recrute pas, et qu'on se retrouve avec un Ramos fracassé et une défense à 3 qui marche pas, et qu'on prend but sur but, et que c'est la merde. Non, mais alors, il y a un truc que tu sais peut-être pas, Cédric, c'est qu'il n'y a pas que Skriniar qui est dans les tablettes. Il faut pas prendre Campos pour un idiot. Campos, il est sur un poste, il est jamais sur un seul joueur. Hein. Enfin, Yacine te l'expliquera mieux que moi, parce qu'il n'est pas dessus. T'inquiète pas, faut pas. En fait, Skriniar, il est en tête de liste. Et puis derrière, on apprend qu'il y a Wesley Fofana de Leicester, intéressé, etc., etc., etc. Et tu as aussi des solutions à l'interne. Si tu ne fais pas partir, par exemple, Diallo, s'il n'y a pas d'offre, s'il y a pas de jeu, je pense pas que, tu vois, il va être écarté, parce que c'est un joueur qui est sérieux. Je pense que c'est un joueur qui est apprécié du groupe, et que s'il est là, s'il y a des blessés, ben voilà, il pourra rentrer dans la rotation. Donc non seulement il y a des plans B, plan C, plan D, tu as aussi des joueurs, des défenseurs centraux qui appartiennent encore au PSG. Donc il faut pas être complètement pessimiste et se dire s'il n'y a pas Skriniar, c'est fini. Si c'est pas je suis pas pessimiste, mais là on parle mercato. Donc quand on parle mercato, on exprime ce que nous, moi c'est pas du pessimisme, je dis juste que de mon point de vue, si on doit mettre de l'argent intelligemment sur quelqu'un, c'est sur lui qu'il faut le mettre. On a bien compris. 70 millions, c'est pas raisonnable. Voilà. On a bien compris la position sur le dossier Milan Skriniar. On verra ce qu'il en est à la fin du mois. Yacine, un dernier mot. On va faire court parce qu'après on est déjà 1h30 de podcast, donc on va pas faire non plus trop long. Sur Kalimundo qui intéresserait particulièrement le Stade Rennais, qui voudrait donc le recruter. Les Bretons auraient contacté déjà le Paris Saint-Germain, et Kalimundo sait que le PSG voudrait le vendre. Enfin, c'est les informations de Goal France, c'est que le PSG veut le vendre vu sa valeur marchande, et il ne souhaite pas rester à tout prix à Paris, notamment avec le recrutement d'Hugo Ekitike qui vient lui prendre une place dans la rotation de devant. Et en prétendant, donc il y a Rennes, en prétendant, il y a aussi Leeds, Nice et West Ham qui souhaiteraient le récupérer. Ça serait quand même dommage de laisser partir Kalimundo pour garder Icardi qui n'a toujours pas l'envie de bouger ses fesses loin de la capitale. Ah ouais, mais en fait, c'est ce que j'expliquais avant sur le mercato, c'est-à-dire que tu payes les erreurs des autres et que tu es obligé de t'adapter. Aujourd'hui, Kalimundo, il a une valeur que n'a même pas Icardi. Donc déjà, si tu veux récupérer de l'argent, parce qu'en fait, il y a aussi le problème du fair play financier avec les déficits alors il y a le Covid, donc c'est 3 ans, etc. Il y a un aménagement, mais malgré tout, il y a des choses à respecter. Et je rappelle aussi que le PSG est capable d'envoyer de l'argent, mais que le PSG a une image à gérer avec l'UEFA. Le PSG est un des seuls clubs qui n'avait pas pris part justement à la fameuse Super League, etc. Et le PSG aujourd'hui veut pas non plus politiquement envoyer à l'UEFA le message de OK, on envoie et on en a rien à foutre de ce que vous allez faire. De toute façon, on trouvera une solution, un arrangement, etc. Ils ont décidé d'avoir le côté politiquement correct. On est bien avec l'UEFA, on respecte les règles, etc. Voilà. Donc il y a ça. Donc Kalimundo, il a une valeur. Après, il y a le joueur. Il y a ce que veut le club et il y a le joueur. Le joueur, il est en pleine progression, il vient de faire 2 bonnes saisons. Il a enchaîné les matchs. Et là, on est en train de lui dire, malheureusement, cette saison, si tu arrives à ta vingtaine de matchs, ce sera déjà énorme. Tu vas faire des bouts de match tant que les autres sont disponibles. Et en plus, on a pris Ekitike. Qu'est-ce que tu veux faire? Voilà, donc tu mélanges le tout et tu te dis, ouais, effectivement, malheureusement, si tu n'as pas Icardi, évidemment que tu gardes Kalimundo. Mais tu as Icardi. Et tu peux faire ce que tu veux, tu l'auras Icardi la saison à moins d'un miracle. Donc tu vends Kalimundo parce qu'il va te ramener de l'argent. C'est dommage. Mais en fait, c'est ça la gestion sportive, la politique sportive d'un club. C'est de pouvoir préparer en fait
ou de réparer les quelques erreurs que tu vas faire. Et au PSG, il y en a trop cette saison. Donc en fait, la première chose que doit faire ce nouveau staff, dirigeant, etc., c'est de réparer les erreurs, de se séparer des salaires. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand tu vas vendre les joueurs qui sont dans le loft, là, il y a une masse salariale qui va se dégager qui est énorme. Donc, c'est de se séparer de ces joueurs-là, d'essayer de récupérer un peu d'argent. Tu vois, les 6 millions de ce que disait Mousse, les 6 millions de Wijnaldum, à première vue, c'est tout pourri. Et puisque Mousse ne voulait pas que je le dise, je vais le dire, c'est même dégueulasse. Mais. Ouais, j'avais tweeté que tu ne prononcerais pas ce mot-là aujourd'hui. Je sais pas si vous avez le tweet qu'a mis Mousse avec le compte de Paris United, il avait dit, il avait vu le qualité du match hier, on n'entendra pas le mot dégueulasse dans la bouche de Yacine, et ben il aura si. Voilà, c'est cadeau. Donc 6 millions, mais en fait, tu récupères ce que tu as dépensé en salaire, et en fait aujourd'hui ça te suffit juste. Voilà, puisque tu n'es pas là pour vendre à 50 millions. Et malheureusement, nous en tant que supporters, on ne le comprend pas. C'est-à-dire qu'on se dit, ouais, Kalimundo, il fait une belle préparation, il a fait 2 belles saisons, c'est l'enfant du club. Mais malheureusement, aujourd'hui, entre les envies du joueur, ce que tu peux lui proposer, et les erreurs que tu as faites avant, bah ouais, tu es obligé. Et rappelez-vous, 2019, là, quand tu vends Nkunku et Diaby, c'est un peu la même chose. C'est-à-dire que tu as des internationaux, et en fait, à un moment donné, ceux-là, ils sont plus bankable, et tu as des petits jeunes que tu peux vendre 20, 18, 25. Bah, tu fais ce choix-là. Oui, avec le recul ou avec une autre envie, tu te dis c'est une erreur, mais malheureusement, à ce moment-là, tu n'as pas d'autre choix. Cédric. Ouais, j'ai une question pour vous trois. On parle de Kalimundo. Est-ce que vous trouvez judicieux l'achat de Ekitike au prix auquel en plus on l'a acheté, ou est-ce que vous pensez qu'on aurait dû faire confiance à Kalimundo? Alors, je sais pas si je vais répondre, je vais donner mon avis dans le podcast. Dans ce podcast, pour moi, c'était une bonne opportunité, Hugo Ekitike, parce qu'il y avait quand même beaucoup de clubs qui étaient intéressés et que c'est un bon prospect de notre championnat. Et c'est quand même un bon signal, je trouve, envoyé de recruter des joueurs français et qui viennent de notre championnat. Donc pour moi, c'était un coup à faire, mais j'enlèverais Icardi de ce. En fait, le problème, c'est que Mauro Icardi, c'est le caillou dans la chaussure, en fait. C'est qu'il prend une place à Kalimundo alors qu'il devrait le revenir. Arnaud Kalimundo, c'est un joueur formé au club, c'est un joueur qui a performé en Ligue 1, qui maintenant peut réussir au Paris Saint-Germain dans une rotation et qui a envie de jouer pour le club et pas pour son salaire, rester là pour son salaire. Il a envie de jouer, ça se voit, et quand il rentre, il est intéressant. Malheureusement, je comprends aussi Kalimundo qui se dit, moi j'ai envie de jouer, j'ai envie de continuer ma progression et j'ai pas envie de faire banquette, alors que Paris il en a acheté un joueur et encore, il a failli avoir Scamacca en plus qui est finalement à West Ham. Donc, je veux garder Kalimundo, mais je comprendrais qu'il veuille partir ailleurs. Je vais faire court. En fait, je pense que c'est une question de profil, c'est que Kalimundo, il a moins de polyvalence qu'Ekitike. Ekitike, il peut jouer en pointe, il peut jouer un peu derrière l'attaquant. Il a une qualité un peu de décrochage que n'a pas Kalimundo. Et je pense que c'est plus la polyvalence d'Ekitike qui fait passer devant Kalimundo que le rôle de Kalimundo. Maintenant, comme l'a dit Hugo, si tu n'as pas Icardi, en fait, c'est sûr que tu gardes Kalimundo. Le problème, c'est que tu as Icardi à gérer. Bah, non, ouais, pour moi, en fait, la recrue d'Ekitike, dans l'esprit du PSG, moi, je l'avais déjà dit, je pense que c'est une manière aussi de préparer dès aujourd'hui l'après-Mbappé. C'est-à-dire que tu prends le numéro 9 avec le plus gros potentiel de Ligue 1, donc Hugo Ekitike, même si quand tu regardes ses stats, tu te dis, bon, c'est pas ouf. Mais je pense que dans l'esprit des dirigeants du PSG, Mbappé, il a prolongé certes 3 ans, mais on connaît le joueur, on sait qu'il est très ambitieux, et en tout cas, je ne le vois pas rester, moi, à vie au PSG, enfin, jusqu'à la fin de sa carrière. Il finira par partir, soit pour rejoindre le Real, soit pour aller en Première Ligue, bref. Et je pense que dans l'esprit des dirigeants, il fallait dès aujourd'hui trouver peut-être le futur remplaçant d'Mbappé, et c'est Hugo Ekitike. Sur Kalimundo, c'est pareil. Kalimundo, lui, son destin, c'est d'être vendu finalement. Tu vois. Après, nous, on est supporters du PSG et on a de l'affection pour les joueurs qui sont formés dans notre club. Donc, on n'est pas très objectif. Mais en vérité, lui, il est plus objectif que nous, Kalimundo, parce que lui, il sait très bien que son destin au PSG, il sera pas, tu vois, il sera pas très très long. Il est voué à être vendu, il le sait très bien. Et en plus, lui, il a quand même eu du courage de partir. 2 ans après, qu'il a accepté tout de suite, il aurait pu rester dans son confort, se dire, je m'entraîne qu'avec des stars, je suis au camp des loges, je vais gratter quelques minutes, je vais briller avec le PSG. Non, ça prouve que c'est un garçon intelligent, qui pense à sa propre progression. Quand tu joues 2 saisons de suite, tu peux pas accepter la 3e saison
Alors que tu es dans la progression. Un footballeur à cet âge-là, il faut qu'il joue, hein, quoi qu'il arrive. Et il préférera aller dans un club qui est ambitieux comme Rennes, qui met des moyens, qui essaye d'accrocher la Ligue des Champions, qui fait des parcours en Ligue Europa, que de gratter 10 minutes par-ci, 20 minutes par-là, être frustré pendant une saison. Il faut se mettre à sa place. Donc, pour Kalimundo, moi, je comprends le positionnement du PSG, je comprends le positionnement du joueur, et je pense que le joueur, il sera heureux s'il trouve le bon club, le bon entraîneur qui lui permettra de progresser. Et Ekitike, progressivement, il va rentrer dans le jeu. Comme l'a dit, il a un profil atypique. Yacine a dit que c'est vrai, il a un profil atypique, mais même en tant qu'attaquant au PSG, ça fait longtemps qu'on n'a pas eu un joueur qui est capable de jouer à la surface. On avait Icardi, mais on a vite compris que finalement, ça serait plus un joueur de foot. Et puis, quand il faudra reposer des Mbappé, etc., dans la surface, tu as un mec voilà, tu as un géant qui pourra prendre des ballons de la tête, qui pourra centrer, etc. Donc, il y a des choses très intéressantes avec le profil d'Ekitike. Il est pas bon de la tête, hein. Il est pas bon de la tête, Ekitike. Et il a 19 ans, il a progressé, Cédric. T'inquiète pas, hein. Ça se travaille, tout ça. Moi, franchement, la seule crainte que j'ai par rapport à ce joueur-là, c'est qu'il a été bon dans son club. Et encore, bon, voilà, il n'a pas non plus marqué 25 buts. Je sais pas, on sait pas ce qu'il vaut vraiment dans un grand club. Après, j'ai bon espoir, hein. Mais à côté de ça, on avait un mec, Kalimundo, qui s'était aguerri à la Ligue 1, qu'on a vu jouer avec le PSG, qui marque des buts, Après, voilà. Mais le problème, c'est qu'il veut être titulaire, Cédric. Mais on est tous d'accord avec ça. Mais le joueur, lui, c'est pour ça que je parlais à la place d'Ekitike. Mais Ekitike, il peut être remplaçant parce qu'il a 19 ans. Il sait que de toute façon, il est obligé de patienter. Kalimundo, il a passé cette étape-là, en fait. Tu vois, donc lui, il veut plus patienter. Ouais, donc on comprend évidemment les différentes positions et on verra si un transfert a lieu. Mais en tout cas, ça serait quand même, je pense, on le partage tous sur ce podcast, une déception de voir partir Arnaud Kalimundo et le voir s'éclater dans un autre club, en plus en Ligue 1 cette saison. Mais bon, c'est le choix du joueur et on le comprendrait parfaitement. Bon, je pense qu'on a été complet sur le podcast avec ce débrief donc et cette victoire 4-0 du Paris Saint-Germain face à Nantes pour le trophée des champions et donc le premier trophée de l'ère Galtier au Paris Saint-Germain. Qui commence très bien donc son début d'aventure avec le Paris Saint-Germain et puis le mercato avec pas mal de départs, donc Campos qui continue à travailler et qui va peut-être faire partir plus de joueurs que Leonardo en 6 ans au PSG. 7 ans? Non, ça fait combien de temps en tout Leonardo de saison? En 4 au début et 5 ans. 5 ans. J'allais dire 6, mais 5 ans. Voilà. En 5 ans de Leonardo au club. Je voulais vous remercier d'avoir été avec moi, Yacine, Mousse et Cédric qui nous fait le plaisir d'être avec nous aujourd'hui, qui revient nous voir. Quand il doit, on fera le point à la fin du mercato, hein, Cédric. Hein. Si Skriniar est arrivé, si Ramos n'est pas blessé d'ici là, s'il y a une confirmation dans la défense à 3. On n'a pas mal de questions, comme d'habitude, dont on va parler encore. Oui. Si Skriniar signe, obligé Cédric qu'il pose la bouteille à la mano. Ah bah direct. Hein. Ah, c'est sûr. Si on a en plus de quelques départs en plus, bon, si Draxler... On peut le brasser vite. Cédric, s'il te plaît, hein, on veut le brasser. Si Draxler, Thilo Kehrer, Lewin Kurzawa, toute la clique partent en plus. Wow. Ah, on n'a pas parlé de Kurzawa, c'est vrai. Ouais, parce qu'il n'y a rien sur lui, donc on a parlé d'intérêt de Nice, mais j'ai l'impression que c'est retombé aussi vite que c'est arrivé. En fait, parce que comme il est originaire de là-bas, il est du coin, il me semble. Hein. Je sais plus de quelle ville, mais il me semble qu'il est de. Ah, attendez, ça a sonné, j'arrive. Ouais, j'ai entendu sonner. Bon, de toute façon, on va rendre le podcast. Merci à vous trois. Et puis on se donne rendez-vous pour débriefer le premier match du Paris Saint-Germain en Ligue 1. Ça sera samedi prochain, face à Clermont. Samedi à 21h. Samedi prochain à 21h. Merci à tous et puis une bonne semaine. Merci. Ciao. Ciao.